Cette nuit-là, Reese Carrington est sorti du casino après une négociation tendue. Il était le patron le plus puissant de Los Angeles. Personne n'osait le regarder dans les yeux. Personne n'osait se mettre sur son chemin, mais un garçon de 7 ans ne le savait pas. L'enfant a jailli devant lui, paniqué, sans regarder où il allait. Une voiture fonçait droit sur lui. Reese n'a pas eu le temps de réfléchir. Son instinct de survie l'a fait bondir en avant. C'était le même instinct qui l'avait maintenu en vie pendant des années dans le monde brutal de la pègre. Il a attrapé le bras du garçon et l'a tiré en arrière. La voiture est passée en trombe à quelques centimètres d'eux. Le garçon a levé les yeux vers lui. Ses yeux étaient grands ouverts, non pas de peur, mais de curiosité. Ses mains serraient encore un robot jouet usé. Reese Carrington, un homme qui avait regardé la mort en face sans broncher, a soudain senti quelque chose d'étrange s'agiter dans sa poitrine. Il ne savait pas que ce moment allait changer toute sa vie, et le prix qu'il paierait serait tout ce qu'il avait jamais construit. Si vous voulez savoir ce que ce chef de la mafia a perdu et ce qu'il a trouvé, appuyez sur le bouton J'aime pour nous soutenir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos meilleures histoires. L'adrénaline pulsait encore dans les veines de Reese alors qu'il regardait l'enfant qu'il venait de sauver. Le garçon ne tremblait pas. Il a simplement levé les yeux, ses petits doigts se resserrant autour de son robot jouet cabossé, comme pour chercher du réconfort dans le plastique familier. Ree a regardé sa propre main enroulée autour du bras mince du garçon, et un sentiment étrange est monté dans sa poitrine. Il avait tenu beaucoup de choses dans sa vie. L'argent, le pouvoir, même la vie de ses ennemis. Mais il n'avait jamais tenu un enfant comme ça auparavant. Le bruit de pas précipité a retenti depuis la porte arrière du casino. Une silhouette est sortie en courant, le souffle court. Ses yeux balayaient le parking comme si elle cherchait la chose la plus précieuse au monde. Puis son regard s'est arrêté. Figé. La femme a vu son fils dans les mains d'un homme étrange. Elle était mince, pâle dans un uniforme de serveuse délavée. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, quelques mèches rebelles collaient à son front humide de sueur. Mais ses yeux étaient tout sauf faibles. Ils étaient durs comme de l'acier, vifs comme des couteaux. Et ils étaient fixés sur Ree avec la vigilance d'une créature défendant son petit. Elle s'est élancée, a arraché le bras du garçon de l'emprise de Reese et l'a tiré derrière elle. Son corps tout entier est devenu un bouclier se tenant entre son enfant et l'étranger. Lâchez mon fils. Sa voix tremblait, mais pas de peur. C'était de la colère maîtrisée de force. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous lui voulez? Ree a légèrement haussé un sourcil. Il y avait très longtemps que personne n'avait osé lui parler sur ce ton. Les gens qui savaient qui il était baissaient généralement la tête, évitaient son regard ou balbutiaient des excuses même quand ils n'avaient rien fait de mal. Mais cette femme le regardait droit dans les yeux. Elle ne sciait pas, ne reculait pas. « Je viens de le sauver », a dit Ree, sa voix basse et posée. Il a couru sur la route. Il a failli se faire heurter par une voiture. C'est comme ça que vous remerciez quelqu'un. La femme n'a pas bronché. Elle a jeté un rapide coup d'œil au garçon, vérifiant s'il était blessé, puis a relevé la tête pour faire face à Ree. « Je n'ai besoin de l'aide de personne », a-t-elle répondu froidement. « Nous pouvons nous débrouiller seuls. » Ree a failli rire, failli parce qu'il y avait quelque chose dans les yeux de cette femme qui l'en a empêché. C'était le regard de quelqu'un qui avait l'habitude d'endurer, de se battre seul, de ne faire confiance à personne. Il connaissait ce regard car chaque matin, en se regardant dans le miroir, il voyait ce même regard lui faire face. « Vous travaillez ici ?» a demandé Ree, sans répondre à ce qu'elle avait dit. La femme est restée silencieuse une seconde. Puis elle a hoché la tête sèchement. « Votre nom? Ça ne vous regarde pas. » Ree a penché la tête, l'étudiant comme s'il évaluait une nouvelle affaire. Cette femme était intéressante. Elle n'avait pas peur de lui. Elle n'essayait pas de le flatter. Soit elle ne savait pas qui il était, soit elle le savait et s'en fichait. Les deux étaient rares. Le garçon a jeté un coup d'œil derrière le dos de sa mère, serrant toujours le robot. Il a regardé Ree, puis sa mère, puis de nouveau Ree. « Maman, cet homme m'a tiré en arrière », a dit le garçon, sa voix claire et vive. « Une voiture a failli me heurter. Il m'a tiré à temps. » La femme a baissé les yeux sur son fils. Elle a dégluti. Pour la première fois, l'expression dure de son visage a montré une petite fissure. Mais elle l'a vite dissimulée. « Rentre à l'intérieur », a-t-elle dit au garçon,
sa voix un peu plus douce maintenant. Attends-moi près de la porte arrière. Ne va nulle part ailleurs. Le garçon a hoché la tête. Avant de partir, il s'est retourné pour regarder Ree une dernière fois. Merci, monsieur, a-t-il dit, puis il est parti en courant, le robot se balançant dans ses bras. Ree a regardé le garçon disparaître derrière la porte. Quand il s'est retourné, la femme était toujours là, les bras croisés sur sa poitrine, sa posture défensive n'ayant pas baissé d'un iota. « Il vous a déjà remercié, a-t-elle dit. Nous ne vous devons plus rien. Je ne recouvre pas de dette. Bien, alors nous en avons fini ici. » Elle s'est retournée, sur le point de partir. Mais Reese a parlé et sa voix l'a fait s'arrêter. « Vous travaillez de nuit? Où gardez-vous le garçon? » La femme s'est retournée, ses yeux se plissant de suspicion. « Pourquoi ça vous intéresse? »« Ça ne m'intéresse pas, » a répondu Ree, son ton neutre. « Je trouve juste ça étrange. Un gamin de 7 ans qui se promène sur un parking à 11 heures du soir. » La mâchoire de la femme s'est crispée. Elle voulait argumenter, lui renvoyer quelque chose, mais il n'y avait rien qu'elle puisse dire car il avait raison. Et tous les deux le savaient. « Ma situation ne vous regarde pas, a-t-elle dit, chaque mot glissant entre ses dents serrées. Merci d'avoir sauvé mon fils, mais ne vous mêlez pas de nos vies. » Elle s'est de nouveau détournée et cette fois, une autre voix a percé l'obscurité. Willa. Ree et la femme se sont tous deux tournés vers le son. Un homme est sorti de l'entrée principale du casino. Corpulent, une chemise blanche tendue sur son ventre gonflé, des bagues en or brillaient à ses doigts. Le sourire sur ses lèvres était large, mais il n'atteignait pas ses yeux froids de serpent. Conrad Pierce, Ree l'a reconnu immédiatement. Le propriétaire de ce casino, un petit joueur dans le monde de la pègre, mais assez rusé pour survivre. Et à la façon dont la femme nommée Willa s'est raidie, Ree a compris que ce qui existait entre elle et Conrad était bien plus compliqué qu'une simple relation entre employeur et employé. Conrad Pierce s'est avancé vers eux. Chaque pas lourd portait l'air d'un homme qui croyait que le monde entier devait s'écarter pour lui faire place. Il était grand, épais au milieu, le genre d'homme qui avait pris l'habitude de bien vivre de la sueur et de la souffrance des autres. Le sourire sur ses lèvres était large, mais ses yeux étaient froids et vides, comme les yeux d'un poisson mort, sans aucune trace de chaleur. Willa a redressé le dos quand Conrad s'est approché, mais Reese a remarqué la légère tension dans ses épaules. Un petit réflexe, le réflexe de quelqu'un qui avait l'habitude d'être opprimé. « Willa », a dit Conrad, Conrad prononçant son nom comme s'il appelait un chien. « Qu'est-ce que tu fiches ici? Qui t'a donné la permission de quitter ton poste? » Willa a dégluti. « Mon fils est sorti en courant. Je devais... »« Je m'en fiche, » a coupé Conrad, sa voix tranchante comme un rasoir. « Je te paye pour servir les clients, pas pour courir après ce gamin comme une poule qui glousse. » Il a jeté un regard vers Jem, ses yeux froids balayant le garçon, comme s'il n'était qu'un obstacle irritant. D'une manière ou d'une autre, l'enfant était revenu sans que personne ne le remarque. Et maintenant, il se tenait derrière sa mère, les deux bras enroulés fermement autour du robot contre sa poitrine. Il ne pleurait pas, il ne tremblait pas, il se tenait juste là en silence, ses grands yeux levés vers l'homme étrange qui criait sur sa mère. Ce garçon se promenait près de la zone VIP, a poursuivi Conrad, sa voix prenant une pointe de menace supplémentaire. Mes invités se sont plaints. Tu sais ce que ça veut dire? Willa a serré la main. Je suis désolé, il ne le fera plus. Désolé, Conrad a laissé échapper un rire, rauque et épais de mépris. Désolé ne paie pas les dettes, Willa. Tu me dois encore 3 mois de salaire. 3 mois. J'ai été assez gentil pour te laisser travailler ici. Assez gentil pour te donner une chance de me rembourser petit à petit. Et c'est comme ça que tu me remercies. Il s'est penché en avant, utilisant sa taille pour l'écraser. Je retiens tout ton salaire de la semaine. Considère ça comme une pénalité pour avoir laissé le garçon déranger mes invités. Willa est devenue pâle. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Elle savait qu'elle ne pouvait pas argumenter. N'osait pas argumenter parce que Conrad tenait entre ses mains non seulement son travail, mais aussi l'avenir de la mère et du fils. Ree se tenait à quelques pas, silencieux, observant. Son visage ne montrait aucune émotion, comme s'il regardait une pièce de théâtre ennuyeuse et fatigante. Mais sa mâchoire s'était crispée, et ses yeux gris et froids absorbaient chaque détail.
chaque mot, chaque geste, chaque humiliation que cette femme était forcée d'avaler. Puis une toute petite voix s'est élevée, coupant à travers tout. Maman! J'aime a tiré légèrement sur le bas de la chemise de Willa. On peut rentrer tôt ce soir? Je suis fatigué. C'était une simple question, une voix claire et innocente, mais elle a percé l'air tendu comme une aiguille dans un ballon. Willa a baissé les yeux sur son fils, et pour la première fois, la carapace dure qui l'entourait s'est vraiment fissurée. Elle s'est agenouillée jusqu'à être à son niveau, une main lissant doucement ses cheveux. J'ai presque fini, mon cœur, a-t-elle dit. Sa voix était si douce qu'on aurait dit qu'elle lui racontait une histoire pour s'endormir. Attends, maman, encore un peu. D'accord? J'aime à hocher la tête et à serrer le robot plus fort. Il n'a pas redemandé, ne s'est pas plaint. Il est juste resté là et a attendu, comme s'il avait l'habitude d'attendre depuis très longtemps déjà. Ree a regardé cette scène et un vieux souvenir a soudainement surgi du plus profond de son esprit. L'orphelinat. Des nuits d'hiver si froides qu'elles semblaient trancher la peau. Le son des enfants qui pleuraient dans le noir, sans que personne ne vienne les réconforter. Et le garçon que Ray avait été, recroquevillé sur un lit de fer étroit, se demandant s'il y avait une seule personne dans ce monde qui se souciait de lui. Personne. La réponse avait toujours été personne. Il a cligné des yeux une fois et a repoussé le souvenir là où il devait être. Le passé était le passé. Il n'était plus ce petit garçon faible. Il était Reese Carrington, le patron, l'homme que personne n'osait toucher. Mais quand il a regardé le garçon qui se tenait là, serrant ce vieux robot cabossé, attendant sa mère au milieu de la nuit, une partie de lui ne pouvait pas se détourner. « Tu as bientôt fini ?» a demandé Conrad à Willa, l'impatience dégoulinant de sa voix. « Pourquoi tu restes planté là? Retourne travailler. Les clients attendent. » Willa s'est relevée, les lèvres serrées. Elle a pris la main de James et a commencé à le conduire à l'intérieur. Mais Reese s'est avancé. Son pas n'était ni rapide ni lent. Il était simplement régulier, certain, comme s'il marchait sur un territoire qui lui appartenait déjà. Conrad s'est retourné et, pour la première fois, a vraiment remarqué Ree qui se tenait là. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Le sourire a disparu de son visage. Carrington. La voix de Conrad a soudainement perdu son arrogance, remplacée par la prudence d'un homme qui venait de réaliser qu'il se tenait devant une bête bien plus dangereuse. Je ne savais pas que vous étiez encore là. Ree s'est arrêté à quelques pas de Conrad. Il n'a rien dit au début. Il l'a seulement regardé. Et sous ce regard, Conrad a semblé se figer sur place. Cette femme, a finalement dit Ree, inclinant légèrement la tête vers Willa. Combien vous doit-elle? Conrad a cligné des yeux comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'il venait d'entendre. La question de Ree était simple, mais elle portait le poids d'un empire derrière elle. Il a jeté un coup d'œil à Willa, puis de nouveau à Ree, essayant de lire la situation. « Elle me doit de l'argent », a dit Conrad, sa voix bien plus prudente qu'elle ne l'avait été quelques instants plus tôt. « C'est entre moi et mon employé, Carrington. Ça ne vous concerne pas. » Ree n'a pas répondu tout de suite. Il est resté là, ses yeux froids fixés sur Conrad, comme s'il regardait une fourmi essayant de se donner de l'importance. Le silence s'est étiré pendant quelques secondes, mais pour Conrad, cela a semblé durer un siècle. « Combien ?» a de nouveau demandé Reese, son ton plat et uniforme. Conrad a dégluti. Il savait qu'il ne fallait pas jouer avec Reese Carrington. Dans le monde de la pègre de Los Angeles, il y avait des noms que les gens évitaient de prononcer à voix haute. Carrington en était un. 5 000. Finalement, il a sorti le chiffre de force. Avance, loyer, caution. Elle doit encore 3 mois de salaire qu'elle n'a pas fini de rembourser. Reese a sorti son portefeuille de la poche intérieure de sa veste de costume. Le mouvement était lent, sans hâte, comme s'il avait toute la nuit pour faire ça. Il a sorti une épaisse liasse de billets, ne l'a pas compté et l'a jeté par terre juste devant les pieds de Conrad. Les billets se sont éparpillés sur le béton humide. « 10 000, a dit Ree. Le double de ce qu'elle vous doit. À partir de maintenant, elle ne travaille plus pour vous. Elle ne vous doit rien. C'est la fin de l'histoire. » Conrad a baissé les yeux sur le tas d'argent à ses pieds, puis les a relevés vers Ree, son visage rougeoyant. En partie d'humiliation, en partie de colère maîtrisée. Personne ne traitait Conrad Pierce comme ça. Personne ne lui jetait de l'argent comme s'il était un mendiant. Mais c'était Reese Carrington, et Conrad n'était pas assez stupide pour le défier directement. « Très bien », a-t-il sifflé entre ses dents serrées.
se penchant pour ramasser l'argent avec des mouvements précipités et pleins de honte. Elle est à vous. Je m'en fiche. Il s'est redressé et a lancé un regard venimeux à Willa. Mais souviens-toi de ça, Willa. La prochaine fois, personne ne viendra te sauver. Quand il a eu fini, Conrad s'est retourné et s'est éloigné, ses pas lourds, pleins d'une fureur étouffée. Il n'a pas osé regarder en arrière. Mais Reese savait que ce regard menaçant ne s'arrêterait pas aux mots. Les hommes comme Conrad ne savaient pas pardonner. Ils savaient seulement attendre une chance de riposter. Le parking a sombré dans le silence après la disparition de Conrad. Reese s'est tourné vers Willa et James. La femme était toujours là, une main agrippant fermement celle de son fils, ses yeux sur Ree avec une expression difficile à lire. Ce n'était pas de la gratitude. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de bien plus compliqué que l'un ou l'autre. « Venez avec moi », a dit Ree, sa voix n'étant pas tout à fait un ordre, mais pas non plus une offre. « Je vais vous trouver un endroit où rester et un nouveau travail. Ce n'est plus sûr ici. » Willa n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé l'argent que Conrad venait de ramasser, puis de nouveau Ree. Et quand elle a finalement parlé, sa voix était si calme qu'elle l'a surpris lui-même. Non. Un seul mot final, sans hésitation. Reese a haussé un sourcil. Non. Je sais qui vous êtes, a dit Willa, sa voix stable, sans trembler, sans reculer. Reese Carrington, le patron. Les gens disent que vous possédez la moitié de cette ville. Les gens disent aussi que quiconque s'implique avec vous ne finit pas bien. Elle a fait une pause et a pris une profonde inspiration. Merci d'avoir sauvé mon fils. Merci d'avoir payé ma dette, même si je ne vous l'ai pas demandé. Mais je n'ai pas besoin de l'aide d'un homme comme vous. Ree a penché la tête, l'étudiant comme s'il regardait une créature inconnue. Un homme comme moi? Un patron, a répété Willa, sa voix plus dure maintenant. La mafia, la pègre, appelez ça comme vous voulez. J'ai assez vu ce que votre monde fait. Je ne veux pas que mon fils grandisse dedans. Elle a resserré sa prise sur la main de James, comme pour protéger le garçon de Reed lui-même. Je prendrai soin de moi, je prendrai soin de mon fils. Nous n'avons besoin de personne pour nous protéger, surtout pas d'un chef de la mafia qui distribue sa gentillesse. Reed est resté là en silence. C'était la première fois depuis toutes ces années que quelqu'un le regardait droit dans les yeux et le refusait. Pas par peur, pas parce qu'elle voulait négocier, mais parce qu'elle ne voulait vraiment rien avoir à faire avec lui. Ce sentiment étrange est remonté dans la poitrine de Reese. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas une insulte, c'était autre chose. Quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Willa n'a pas attendu sa réaction. Elle s'est retournée et a doucement tiré James avec elle. « Viens, mon cœur », a-t-elle dit au garçon, sa voix plus douce maintenant. « Rentrons à la maison. » James a docilement suivi sa mère. Mais avant de partir, il a tourné la tête et a regardé Ree une dernière fois. Il n'a rien dit. Il a seulement fait un petit signe de la main, un adieu clair et innocent d'un enfant qui ne savait pas garder de rancune. Puis, ils se sont tous les deux estompés dans l'obscurité. Ree est resté où il était, seul dans le parking silencieux. Il a regardé leurs ombres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à voir. Le vent de la nuit a soufflé, apportant le froid de la ville au plus profond des heures tardives. Mais Ree n'a pas eu froid. Il s'est seulement senti vide, d'un vide auquel il pensait s'être habitué depuis longtemps. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il était toujours là, caché dans un coin oublié de son cœur endurci. Pour la première fois, quelqu'un avait refusé Reese Carrington, et pour la première fois, il ne savait pas quoi en faire. L'appartement terrasse se trouvait au dernier étage de l'immeuble, le plus cher de Los Angeles. Vaste, luxueux, rempli de tout ce que l'argent pouvait acheter, mais froid. Froid comme un musée sans visiteurs. Ree était assis dans le noir, un verre de whisky à la main, intact. Il n'a pas allumé les lumières. Il y était habitué. La lueur de la ville qui filtrait à travers les immenses fenêtres lui suffisait pour voir. Non pas qu'il ait eu besoin de voir. Il connaissait chaque recoin de cet appartement aussi bien que les lignes de sa propre main, car c'est là qu'il revenait chaque nuit. Seul, toujours seul. Mais ce soir, quelque chose était différent. L'image du petit garçon ne cessait de surgir dans l'esprit de Reese. Ses grands yeux sans peur, ses petites mains serrant le vieux robot, et cette question claire et innocente résonnant dans le parking. « Maman, on peut rentrer tôt ce soir? Je suis fatigué. »
Reese a pris une gorgée de whisky, laissant le liquide âpre glisser dans sa gorge, mais il ne pouvait pas effacer cette image. Puis est venue la femme, Willa, mince, épuisée, mais avec des yeux durs comme de l'acier. Elle l'avait regardé droit dans les yeux et avait dit non. Elle n'avait pas besoin de l'aide d'un chef de la mafia, n'avait pas besoin de la gentillesse qu'on lui tendait, n'avait besoin de rien de la part de Reese Carrington. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un l'avait refusé? Reese ne s'en souvenait pas. Peut-être que personne ne l'avait jamais fait. Il a posé le verre et a sorti son téléphone, a composé un numéro qu'il connaissait par cœur. La ligne a sonné 2 fois avant que quelqu'un ne réponde. Tu appelles à 2 heures du matin. La voix à l'autre bout était rauque, mais pas du tout endormie. Je suppose que ce n'est pas pour me demander comment je vais. Foster Malone, aussi connu sous le nom de Fox, âgé de 65 ans, les cheveux devenus complètement blancs, les yeux vifs comme des limes. Il était aux côtés de Ree depuis que Ree était un garçon de 15 ans dans un orphelinat. Un professeur, un mentor, le seul homme au monde qui osait parler franchement à Ree sans craindre d'être jeté dans une rivière. Trouve des informations sur quelqu'un pour moi, a dit Ree, sans perdre de temps. Une femme. Son nom est Willa. Elle travaille comme serveuse dans le casino de Conrad Pierce. Elle a un fils d'environ 7 ans. Le silence s'est étiré à l'autre bout de la ligne, puis la voix de Fox s'est venue lentement. Tu t'intéresses à une serveuse de casino? Je ne suis pas intéressé, a répondu Ree rapidement, peut-être un peu trop rapidement. Je veux juste savoir. Fox n'a rien dit de plus. Il savait quand poser des questions et quand se taire. C'était un moment pour se taire. Tu auras un rapport d'ici demain matin, a-t-il dit, puis il a raccroché. Reese a jeté le téléphone de côté et s'est adossé au canapé. Il a fermé les yeux, mais le sommeil n'est pas venu. Il n'y avait que l'image du petit garçon faisant un signe de la main avant de disparaître dans le noir. Ailleurs dans la ville, loin des tours et des lumières scintillantes, Willa était assise sur le lit simple d'une chambre de location exiguë. La pièce était si petite qu'elle ne contenait qu'un lit, une armoire et un coin cuisine improvisé. Mais elle était propre, nette, car Willa ne se laissait pas abattre, peu importe à quel point la vie devenait difficile. Jem dormait, recroquevillé sur le lit, le robot posé à côté de son oreiller. Willa a regardé son fils, sa main lissant légèrement ses cheveux doux. Son visage était calme, mais à l'intérieur, elle pensait à demain. Pas de travail, pas d'argent. Conrad avait été payé en totalité, mais cela ne signifiait pas qu'elle était libre. Les hommes comme Conrad ne savaient pas lâcher prise. Ils savaient seulement attendre une chance de reprendre ce qu'ils croyaient leur appartenir. Cette nuit-là, Willa n'a pas pu dormir. Elle est restée assise à veiller sur son fils jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube commencent à se glisser par la fissure de la fenêtre. Et elle ne savait pas que non loin de là, dans un bureau sombre, Conrad Pierce était assis derrière son bureau, ses yeux de serpent fixés sur sa photo. Il ne pouvait pas oublier l'humiliation de la nuit précédente. L'argent jeté à son visage, Carrington le traitant comme un chien, et tout ça à cause de cette serveuse sans valeur. Conrad ne pouvait pas toucher Ree, mais Willa était différente. Elle n'avait personne pour la protéger. Plus rien à perdre. Parfait pour une vengeance. Il a pris le téléphone et a composé un numéro. « Je veux que tu fasses quelque chose pour moi », a-t-il dit dans le combiné, sa voix épaisse de haine. « Willa Reed, trouve où elle est et assure-toi que personne dans cette ville n'ose lui donner un travail. » Une semaine après cette nuit, Fox a appelé Ree. La voix du vieil homme était plus basse que d'habitude, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », a-t-il dit. Conrad se venge. Ree se tenait près du mur de verre, regardant la ville en contrebas. Il ne s'est pas retourné. Il a seulement légèrement incliné la tête. « Continue. » Fox lui a raconté. Willa avait été renvoyée de tous les emplois qu'elle avait réussi à trouver. Pas un seul endroit, pas deux. Absolument tous. Des rumeurs s'étaient répandues dans tout le quartier. Quiconque embaucherait Willa Reed aurait des problèmes avec Conrad Pierce. Personne n'osait prendre le risque. Elle avait frappé aux portes de dizaines d'endroits, des restaurants et cafés aux épiceries. Chacun d'eux avait secoué la tête. Certains n'avaient même pas pris la peine d'ouvrir la porte en la voyant arriver. Les maigres économies de Willa se sont épuisées comme de l'eau s'écoulant entre des doigts ouverts. Son propriétaire l'a mise à la porte parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer. Elle a trouvé une autre chambre, moins chère,
dans un quartier loin du centre-ville où les lampadaires clignotaient et les murs s'écaillaient avec l'âge. Mais au moins, il y avait un toit. Au moins, James avait un endroit où dormir. Reese a écouté, son visage illisible, mais ses doigts tapotaient légèrement contre la vitre, une habitude inconsciente chaque fois qu'il réfléchissait. « Autre chose ?» a-t-il demandé. Fox a hésité une seconde. La nuit dernière, quelqu'un est entré par effraction dans sa chambre. Ils n'ont rien pris. Ils ont seulement saccagé l'endroit et ils ont laissé une note. Qu'est-ce qu'elle disait? Ceci n'est qu'un avertissement. Ree n'a rien dit. Ses doigts sont cessés de tapoter. De l'autre côté de la ville, Willa se tenait devant la porte de sa minuscule chambre de location. Sa main agrippait fermement celle de James. La porte avait été défoncée. Les gonds étaient tordus et déformés. À l'intérieur, les quelques affaires qu'il possédait gisaient éparpillées sur le sol. Les vêtements avaient été déchirés et jetés partout. L'oreiller de James avait été déchiqueté. Le rembourrage blanc et doux était éparpillé sur le sol comme un rêve en ruine. Et sur le mur qui s'écaillait, un morceau de papier avait été scotché. L'écriture était déchiquetée et menaçante. Ceci n'est qu'un avertissement. Willa est restée là, fixant les décombres de la chambre. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié. Elle est juste restée là, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, essayant de refouler tout ce qui lui montait à la gorge. Elle y était habituée. Habituée à ce que la vie la bouscule, habituée à se relever après chaque chute. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, James était avec elle. « Maman », la voix du garçon s'est élevée, petite mais claire. « Qu'est-il arrivé à notre maison? » Willa s'est tournée pour le regarder. James se tenait là, le robot dans ses bras, ses grands yeux fixés sur la chambre saccagée. Il n'avait pas peur. Il ne pleurait pas. Il n'y avait que de la curiosité et une pointe d'inquiétude chez un enfant, essayant de comprendre ce qui se passait. Willa s'est forcée à sourire. Elle s'est agenouillée jusqu'à être au niveau de son fils. « Ce n'est rien, mon cœur », a-t-elle dit, sa voix douce, comme si elle lui racontait un conte de fées. « Nous allons trouver une nouvelle maison. D'accord ?» James a penché la tête. « La nouvelle maison sera mieux, maman. » Willa a dégluti. Elle voulait dire oui, voulait promettre à son fils que tout irait bien, mais elle ne savait pas où aller. Pas d'argent, pas de travail, personne vers qui se tourner. « Beaucoup mieux, mon cœur », a-t-elle dit, espérant que son fils n'entendrait pas le tremblement dans sa voix. Willa s'est levée et a pris la main de James. Elle n'a rien pris de la chambre. Il n'y avait plus rien qui vaille la peine d'être pris. Seulement le robot dans les bras de James et les dernières pièces dans sa poche. La mère et le fils se sont éloignés de la porte cassée et ont marché dans la ruelle sombre. Les lampadaires clignotaient, projetant des ombres étranges sur les murs. Willa a continué d'avancer, ne sachant pas où elle allait, sachant seulement qu'elle devait quitter cet endroit. Devait trouver un endroit sûr pour James. Même si elle ne savait pas où cet endroit pouvait être, ni même s'il existait. Ils ont marché dans la nuit. Deux petites silhouettes dans une ville trop grande pour l'un comme pour l'autre. Une mère essayant de protéger son fils avec tout ce qui lui restait. Et un enfant marchant à ses côtés, serrant son robot, confiant que sa mère trouverait le chemin. Mais Willa le savait. Elle savait que ce soir, il n'y aurait nulle part où dormir. Pas de toit qui les attendait. Seulement l'obscurité et l'incertitude du lendemain. Le motel Bon Marché se trouvait au bout d'une ruelle sans nom où les néons clignotaient et l'odeur d'humidité s'accrochait à chaque brique. Willa a loué la plus petite chambre, payant avec les dernières pièces qui lui restaient, assez pour 3 nuits. Après ça, elle n'avait aucune idée de ce qui se passerait. Elle était allongée sur le lit usé, fixant le plafond taché, écoutant la respiration régulière de James à côté d'elle. Le garçon pouvait dormir. Au moins, il y avait ça. Les enfants ont une capacité d'adaptation que les adultes n'ont pas. Ils peuvent dormir sur n'importe quel lit tant que leur mère est à côté d'eux. Mais Willa ne pouvait pas dormir. Le lendemain, elle a appelé tous ceux qu'elle connaissait. Une vieille amie d'université, pas de réponse. Un ancien collègue, le numéro n'était plus en service. Un centre d'aide pour les femmes, pas de place disponible, veuillez réessayer plus tard. Elle a même appelé sa mère biologique, la femme qui avait coupé tout contact avec elle le jour où Willa s'était enfuie avec Tyler Pierce à 19 ans. Le téléphone a sonné. Personne n'a décroché. Willa a regardé l'écran où le solde indiquait qu'il ne restait plus rien. Elle a posé le téléphone,
sa main tremblant légèrement. Cette nuit-là, quand elle a cru que Jamie dormait, Willa s'est glissée dans le couloir. Elle s'est assise le dos contre le mur qui s'écaillait, serrant un oreiller contre sa poitrine, et a pleuré. Pas à voix haute, pas avec des sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues, sur ses mains, sur le sol froid en béton. Elle avait essayé d'être forte, essayé de tout gérer seule. Mais ce soir, dans l'obscurité du couloir de ce motel bon marché, Willa s'est autorisée à être faible pendant un petit moment. Juste un petit moment. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec les yeux gonflés. James dormait encore, le robot à côté de son oreiller. Willa s'est lavé le visage, a lissé ses cheveux et a essayé d'effacer toute trace de la nuit précédente. Elle n'avait pas le droit d'être faible, pas devant son fils. « Réveille-toi, mon cœur », a-t-elle dit, secouant doucement James. « On sort. » Jamie s'est assis et s'est frotté les yeux. « Où allons-nous, maman? »« Chercher le petit déjeuner », a dit Willa, forçant un sourire, « puis trouver une nouvelle maison. » La mère et le fils sont sortis du motel. La lumière du soleil matinal était douloureusement vive après tant de jours sombres. Willa ne savait toujours pas où aller, ne savait pas quoi faire. Elle savait seulement qu'elle devait continuer à bouger, à marcher, à trouver un moyen de survivre. Puis elle a vu la voiture. Une berline noire brillante garée juste en face du motel. Élégante, chère, déplacée dans ce quartier pauvre comme un diamant tombé dans la boue. La portière de la voiture s'est ouverte. Un homme est sorti. Costume noir, chemise blanche, yeux gris et froids. Reese Carrington. Willa s'est arrêtée net, sa main se resserrant sur celle de James, son instinct protecteur s'éveillant immédiatement. Mais elle n'a pas couru. Il n'y avait plus nulle part où courir. Reese s'est approché d'eux et s'est arrêté à quelques pas. Il a regardé Willa, puis James, et puis de nouveau Willa. Pas de salutation, pas d'explication, juste deux mots. Montez. Willa a serré les dents. Je vous ai dit que je n'ai pas besoin de... Peut-être que vous n'en avez pas besoin, a coupé Ree, sa voix plate et stable. Il a baissé les yeux sur Jamie, son regard se posant sur le visage du garçon. Mais lui... Willa est restée silencieuse. Elle voulait argumenter, voulait dire qu'elle pouvait s'occuper des choses elle-même. Mais quand elle a regardé son fils, regardé les vêtements qu'il portait depuis 3 jours, regardé les chaussures ouvertes aux orteils, regardé le vieux robot cabossé qui était le seul bien qui lui restait, elle n'a pas pu dire un mot. Conrad n'arrêtera pas, a poursuivi Ree, sa voix basse et posée. Il vous a marqué. Personne dans cette ville n'osera vous embaucher. Personne n'osera vous louer un logement. Il continuera à vous poursuivre jusqu'à ce que vous n'ayez plus nulle part où aller. Willa a dégluti. Elle savait qu'il avait raison. Elle l'avait senti toute la semaine, la main invisible de Conrad se resserrant peu à peu sur sa vie. « Pourquoi » a-t-elle demandé, sa voix devenue rauque. « Pourquoi nous aidez-vous » Reese est resté silencieux une seconde, puis une autre. Puis il a répondu, sa voix sans la moindre hésitation. « Je ne sais pas. » La réponse était si honnête que Willa ne savait pas comment réagir. Elle a regardé Ree, essayant de trouver un signe qu'il mentait, qu'il avait un but caché. Mais ses yeux ne cachaient rien, il la regardait seulement. En attendant. « Maman » James a tiré légèrement sur la main de Willa. « C'est l'homme de l'autre fois, celui qui m'a sauvé de la voiture. » Willa a baissé les yeux sur son fils, puis a levé les yeux vers Ree, puis autour d'elle, vers le quartier en ruine, vers le motel bon marché dont le temps était presque écoulé, vers la vie qui lui échappait de plus en plus. Elle ne faisait pas confiance à Reese Carrington. Elle ne faisait confiance à personne. Mais il ne lui restait plus de choix. « D'accord », a-t-elle dit, sa voix épaisse d'émotion. « Nous irons. » Reese a hoché la tête et s'est tourné vers la voiture. Il n'a rien dit de plus, il n'en avait pas besoin. Willa a pris la main de James et l'a suivi. Chaque pas semblait lourd comme de la pierre. Elle ne savait pas dans quoi elle s'engageait, ne savait pas à quoi ressemblerait l'avenir. Elle savait seulement que c'était probablement le dernier pari de sa vie et qu'elle misait tout sur un chef de la mafia qu'elle ne connaissait pas du tout. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et James est resté là, bouche bée. L'appartement terrasse s'étendait devant lui comme un autre monde, le genre qu'il n'avait vu que dans les films ou dans les rêves. Le plafond s'élevait très haut. Les murs de verre donnaient sur toute la ville et les meubles brillaient comme si personne ne les avait jamais touchés.
Jem a serré le robot fermement, ses grands yeux absorbant tout. Ma maman, a-t-il chuchoté, cette maison est si grande. Willa n'a pas répondu. Elle se tenait à côté de son fils, le dos droit, les épaules tendues, ses yeux balayant tout comme pour mesurer chaque recoin caché. Son instinct de survie ne la laissait pas se détendre. Peu importe la beauté de cet endroit, c'était toujours le territoire d'un chef de la mafia, et elle était une étrangère ici. Ree est entré derrière eux et a jeté ses clés de voiture sur la table. Le salon est ici. Ah, m'a dit rien, a-t-il dit sèchement, inclinant la tête vers le couloir. La deuxième et la troisième chambre sont au fond. La cuisine est à gauche. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Puis il s'est éloigné sans un mot de plus et a disparu par une porte au fond du couloir opposé. Willa l'a regardé partir, les lèvres serrées. Elle ne savait pas ce qu'elle était censée ressentir. De la gratitude, de la suspicion, peut-être les deux. Maman, on dort ici? A demandé James, ses yeux toujours fixés sur l'immense mur de verre. Oui, juste pour l'instant, a répondu Willa, sa main se resserrant sur la sienne. Reste avec moi. Allons voir les chambres. La première nuit, Willa n'a pas pu dormir. Elle était allongée sur un lit si doux qu'on aurait dit être sur un nuage, mais ses yeux restaient grands ouverts, fixés sur le plafond. Chaque petit bruit la faisait sursauter. Le bourdonnement de la climatisation, le vent, des pas quelque part au loin. Elle n'était pas habituée à ce genre de silence, n'était pas habituée à ce genre de luxe, et qu'elle n'était certainement pas habituée à devoir quoi que ce soit à un homme comme Reese Carrington. James non plus n'a pas pu dormir. Mais sa raison était beaucoup plus simple. Le lit était trop mou. Il avait l'habitude de dormir sur des lits durs, des matelas fins, des oreillers aplatis. Ce lit était si mou qu'il avait l'impression de l'avaler tout entier, ne lui laissant rien de solide à quoi s'accrocher. Le garçon s'est tourné et retourné pendant un moment, puis est sorti discrètement de la chambre. L'appartement terrasse la nuit était silencieux comme du papier. La lumière de la ville filtrait à travers le verre, projetant des zones d'ombre et de lumière sur le sol. Jem marchait doucement, le robot serré dans ses bras. Puis il a vu Ree. L'homme était assis seul sur le canapé dans le noir. Pas de lumières allumées, pas de télévision, juste assis là à regarder à travers le verre comme s'il pensait à quelque chose de très lointain. Jem s'est tenu au coin du couloir et a regardé Ree un moment. Puis il s'est approché. « Monsieur ?» Ree s'est retourné, ses yeux se plissant légèrement quand il a vu le garçon debout là, serrant le robot, la tête penchée en le regardant. « Pourquoi ne dors-tu pas » a-t-il demandé. « Le lit est trop mou » a répondu honnêtement James. « Je ne peux pas dormir dessus. » Reese n'a rien dit. Il ne savait pas comment répondre à cette réponse. Un lit trop mou pour dormir était un problème auquel il n'avait jamais pensé. James s'est approché un peu plus, puis s'est assis par terre à quelques pas de lui. Il a posé le robot sur ses genoux et a levé les yeux vers l'homme. « Vous vivez seul ?» C'était une simple question, mais elle a fait taire Ree une seconde. « Ouais, » a-t-il répondu sèchement. « Ce n'est pas triste ?» a demandé James, ses grands yeux fixés sur Ree sans ciller. « Je serais vraiment triste si je vivais toute seule. » Ree a regardé le garçon et n'a rien dit. Il voulait dire qu'il y était habitué, que la solitude était sa compagne depuis des années, qu'il n'avait besoin de personne. Mais en regardant dans les yeux clairs du garçon, ses mots ont soudainement semblé vides de sens. « J'y suis habitué », a-t-il dit finalement. Jem a penché la tête comme s'il réfléchissait à cette réponse. Puis il a dit quelque chose qui a complètement pris Ree au dépourvu. Mais être habitué à quelque chose ne veut pas dire que ça ne vous rend pas triste. Ree est resté là à regarder le garçon, incapable de dire un mot. Il était habitué à la solitude. Il était habitué à l'obscurité. Mais être percé à jour si facilement par un enfant de 7 ans était tout autre chose. Au coin du couloir, Willa se tenait là, observant tranquillement. Elle s'était réveillée en voyant que Jamie n'était pas dans la chambre et était venue le chercher. Mais quand elle a vu ça, elle n'est pas intervenue. Elle est juste restée là à regarder son fils parler au chef de la mafia comme s'il était un homme ordinaire, et à regarder Ree pour la première fois ne pas m'avoir l'air aussi froid que de la glace. 2 semaines ont passé. Jem a commencé à s'habituer à l'appartement terrasse. Il ne se perdait plus dans le couloir, ne sursautait plus au bourdonnement de la climatisation et avait appris à dormir sur un lit doux comme un nuage. Plus important encore, il a commencé à s'habituer à Ree.
Chaque jour, James trouvait une excuse pour lui parler. Il posait toutes sortes de questions. Demandait ce que Reese faisait comme travail. Demandait pourquoi Ree avait tant de voitures. Demandait pourquoi il n'y avait pas de photos de famille dans la maison. Ree ne répondait pas à tout, mais il ne renvoyait pas le garçon. Et pour un enfant, c'était suffisant. Oncle Ree, tu as des amis? A demandé Jaime un jour. Assis à la table en train de dessiner, Ree lisait des rapports et a levé les yeux vers lui. Non, a-t-il répondu. Alors à partir de maintenant, je serai ton ami, a dit Jaime, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ree l'a regardé et n'a rien dit, mais il n'a pas refusé. Un jour, Jaime a apporté le robot pour le montrer à Ree. C'est mon meilleur ami, a-t-il dit, le tenant pour que Ree le voie. Mais un de ses bras est cassé maintenant, tu vois? Reese a regardé le robot. Un bras était vraiment cassé. L'endroit fissuré était enveloppé de vieux rubans adhésifs qui commençaient à se décoller. Pourquoi ne le répares-tu pas? A-t-il demandé. On n'a pas d'argent, a répondu James, sa voix calme, mais ce n'est pas grave. Je l'aime quand même. Même si son bras est cassé, c'est toujours mon ami. Reese a regardé le garçon, puis le robot. Quelque chose à l'intérieur de sa poitrine a bougé. Il ne savait pas ce que c'était. Il savait seulement que ce n'était pas confortable, mais ce n'était pas désagréable non plus. Ce soir-là, pour la première fois en 2 semaines, Willa a préparé le dîner pour eux trois. Elle n'a rien dit. Elle a simplement posé la nourriture sur la table et a appelé Jaime et Ree pour manger. Ils se sont assis autour de la grande table à manger en silence. Jaime a fait toute la conversation, leur racontant ce qu'il avait dessiné ce jour-là. Willa hochait de la tête de temps en temps. Ree écoutait seulement. Personne ne l'a remarqué. Mais cette nuit-là, l'appartement terrasse n'était pas aussi froid qu'auparavant. Il y avait le son du rire d'un enfant. Il y avait l'odeur de la nourriture faite maison. Il y avait 3 personnes assises autour d'une table comme une famille, même si personne n'osait l'appeler par ce nom. Ce soir-là, Jaime était assis à la table à manger, un crayon de couleur se déplaçant sans arrêt dans sa main sur la feuille de papier blanche. Il dessinait, la langue légèrement sortie, les yeux remplis de la concentration féroce d'un enfant faisant quelque chose qu'il croyait terriblement important. Willa faisait la vaisselle dans la cuisine, jetant un coup d'œil à son fils de temps en temps avec une douceur dans les yeux. Rishi a traversé le salon en direction du bureau. Il avait un appel à prendre, quelques documents à signer, les affaires ordinaires d'un patron. Mais il n'était pas allé loin quand la voix de James s'est élevée. « Oncle Ray! » Ray s'est arrêté. Il a tourné la tête et a regardé le garçon. « Quoi? »« Viens ici, je veux te montrer ça, » a dit James agitant la main, son visage rayonnant d'excitation. Ray a hésité une seconde. L'appel attendait, les papiers attendaient. Mais ensuite, il s'est approché de la table, s'est tenu à côté de la chaise de James et a regardé le papier devant lui. C'était un dessin fait au crayon de couleur, les lignes maladroites et inégales comme tous les dessins faits par un enfant de 7 ans. Mais Ray a reconnu immédiatement la silhouette qui s'y trouvait. Un homme habillé en noir, cheveux noirs, et de grandes ailes s'élevant de son dos, s'étendant largement de chaque côté comme les ailes d'un aigle. « Qui est-ce? » a demandé Ree, même s'il connaissait déjà la réponse. « C'est toi, » a dit James, levant son visage vers Ree avec un sourire radieux. « Tu aimes? » Reese a regardé le dessin, a regardé les ailes colorées en blanc et or, brillant comme si elles émettaient de la lumière. « Pourquoi a-t-il des ailes? » a-t-il demandé, sa voix un peu plus rauque que d'habitude. « Parce que tu m'as sauvé, » a répondu James comme si c'était la chose la plus évidente du monde. « Les gens qui sauvent d'autres gens sont des super-héros. Les super-héros doivent avoir des ailes. » Ree est resté là, incapable de parler. On l'avait traité de beaucoup de choses dans sa vie. Patron, tueur, monstre. Mais personne ne l'avait jamais appelé super-héros. Personne ne lui avait jamais dessiné d'aile. « Tu aimes? » a demandé James, ses grands yeux levés avec espoir. « Oui, » a répondu Ree, sa voix plus basse que d'habitude. « Tu l'as magnifiquement dessiné. » James a souri et a baissé les yeux sur son dessin. Ree était sur le point de s'éloigner, mais James a de nouveau parlé. « Oncle Ree, es-tu une mauvaise personne? » La question a fendu l'air comme un couteau. Ree s'est figé sur place. Sa main reposait toujours sur le bord de la table, mais le reste de son corps semblait s'immobiliser comme de la pierre. Il s'est retourné et a regardé James. Le garçon était toujours assis là, ses grands yeux ronds fixés sur lui, sans peur, sans hésitation. Il n'y avait que la pure curiosité d'un enfant essayant de comprendre le monde.
Pourquoi demandes-tu ça? A dit Ree, sa voix essayant de rester calme, bien que quelque chose en lui ait déjà commencé à se fracturer. Jem a penché la tête, réfléchissant une seconde. Au casino, j'ai entendu des gens parler. Ils disaient que tu étais un homme méchant. Ils disaient que quiconque s'implique avec toi ne finit pas bien. Le garçon a fait une pause et regardé le dessin, puis a de nouveau levé les yeux vers Ree. Mais les méchants ne sauvent pas les autres, n'est-ce que pas? Reese n'a pas répondu. Il ne savait pas comment répondre. Sa poitrine s'est serrée comme si quelque chose le saisissait de l'intérieur. Qu'avait-il fait dans sa vie? Combien de personnes avait-il tué? Combien de vies avait-il ruinées? Combien de personnes avait-il poussées dans l'ombre pour pouvoir grimper au sommet de cet empire? Oncle Ree a de nouveau demandé James, sa voix plus petite maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Ree a cligné des yeux et est revenu au présent. Il a regardé le garçon, dans ses yeux clairs, pas encore souillés par le monde. Je, a-t-il commencé, puis s'est arrêté, a dégluti, a pris une profonde inspiration. Je ne sais pas quel genre de personne je suis. Jem a penché la tête comme s'il pesait soigneusement cette réponse. Puis il a parlé d'une voix calme, comme s'il parlait de la météo. As-tu fait de mauvaises choses? Reese a hoché lentement la tête. Beaucoup. Mais tu es bon maintenant, a dit Jaime avec une certitude absolue. Tu m'as sauvé. Tu as laissé ma mère rester dans ta maison. Tu ne me renvoies pas quand je pose trop de questions. Les méchants ne font pas ça. Le garçon s'est levé et s'est approché de Ree, puis a levé son visage pour le regarder. Je sais que tu es une bonne personne, même si tu ne le sais pas. Reese a regardé le petit garçon, 7 ans, mince, tenant un vieux robot cabossé comme un trésor, et lui parlant avec une certitude que Ree lui-même n'avait jamais possédée. Un enfant voyait dans lui quelque chose qu'il ne pouvait pas voir en lui-même. Le cœur de Reese a commencé à battre plus vite. Pas de peur, pas de colère, de colère, mais de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. C'était chaud, et ça lui donnait envie de croire ce que le garçon disait. Willa se tenait dans l'embrasure de la cuisine, bien qu'elle ait arrêté de faire la vaisselle depuis un moment. Elle regardait la scène devant elle, du savon encore accroché à ses mains. Son fils se tenait à côté d'un chef de la mafia, parlant de bonnes et de mauvaises personnes comme s'il parlait à un ami. Et ce chef de la mafia se tenait là, pour la première fois, ressemblant à un être humain ordinaire. Pas de carapace froide, pas de regard figé, seulement un homme secoué par les mots d'un enfant de 7 ans. Ree n'a rien dit d'autre. Il a seulement levé la main et a tapoté légèrement la tête de James une fois, un geste maladroit d'un homme qui n'avait jamais fait une telle chose auparavant. Puis il s'est retourné et est sorti sur le balcon. Los Angeles s'étendait devant lui, des lumières scintillant comme des millions d'étoiles tombées au sol. Ree se tenait là, une main posée sur la balustrade, regardant la ville qu'il appelait son territoire. Mais ce soir, il ne pensait pas au pouvoir, ne pensait pas à l'argent, ne pensait pas à l'Empire. Il pensait à un garçon de 7 ans qui lui avait dessiné des ailes et lui avait demandé s'il était une mauvaise personne. Pour la première fois depuis toutes ces années, Reese Carrington s'est demandé qui il était vraiment. Et pour la première fois, il n'avait pas de réponse. Le lendemain, Fox est venu à l'appartement terrasse. Il n'a pas appelé d'abord, n'a donné aucun avertissement. Il est simplement apparu à la porte dans l'après-midi, pendant que Willa se promenait avec Jaime dans un parc voisin. Reese savait que lorsque Fox venait en personne, cela signifiait que quelque chose d'important s'était produit. Les deux hommes se sont assis dans le bureau de Reese, la porte fermée. Fox a posé un dossier épais sur le bureau, rempli de documents, de photographies et de copies de dossiers. « J'ai enquêté sur Willa Reed, a-t-il dit, sa voix basse. « Comme tu l'as demandé. » Ree a hoché la tête et a tendu la main vers le dossier, mais Fox a levé une main pour l'arrêter. « Laisse-moi te le dire d'abord, a-t-il dit. Il y a des choses ici que tu dois entendre de moi, pas lire sur une page. » Ree a légèrement froncé les sourcils, mais il n'a pas discuté. Il s'est adossé à sa chaise et a attendu. Fox a pris une profonde inspiration, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. Willa Reed, 27 ans, pas de famille, pas de parents. Elle s'est enfuie de chez elle à 19 ans. Il a fait une pause et a regardé Ree. Elle est partie à cause d'un homme, Tyler Pierce. Ree est resté là, sans expression sur son visage. Mais le nom de Pierce a immédiatement attiré son attention.
Tyler Pierce, a-t-il répété. Un parent de Conrad? Son fils, a répondu sèchement Fox, le fils unique de Conrad Pierce. L'air dans la pièce est soudainement devenu plus lourd. Ree n'a rien dit. Il a seulement regardé Fox et a attendu qu'il continue. Tyler a rencontré Willa quand elle avait 19 ans, a poursuivi Fox, sa voix neutre comme s'il lisait un rapport. Elle était jeune, naïve, croyait en l'amour. Tyler, d'un autre côté, il s'est arrêté et a secoué la tête. Tyler était un homme cruel. Il a brisé l'esprit de Willa d'une manière que personne ne devrait jamais endurer. Plus d'une fois. De plus d'une manière. Ree a resserré sa prise sur les accoudoirs de la chaise. Il n'avait pas besoin que Fox explique les détails. Il comprenait parfaitement ce que la douleur signifiait dans ce genre d'histoire. Willa est tombée enceinte à 20 ans, a poursuivi Fox. Ce n'était pas prévu. Tyler ne voulait pas du bébé. Il voulait qu'elle mette fin à la grossesse. Mais Willa a refusé. Il a regardé Ree, ses yeux vifs. Elle a gardé l'enfant et elle a donné naissance à Jamie. Ree est resté silencieux. L'image du garçon a immédiatement surgi dans son esprit. Les grands yeux, le sourire clair, le vieux robot cabossé serré dans ses bras. Cet enfant était le fils de Tyler Pierce, le petit-fils de Conrad Pierce. Willa est restée avec Tyler pendant 2 ans après la naissance de James, a dit Fox. 2 ans d'enfer. Puis elle s'est enfuie. A pris James avec elle et rien d'autre. Elle a passé 5 ans à se cacher, changeant de lieu, changeant de travail encore et encore, essayant de disparaître de la vue de la famille Pierce. Il a posé une main sur le dossier. Mais Conrad l'a retrouvé il y a environ 1 an. Il ne l'a pas approché directement. Au lieu de cela, il a créé une situation qui l'a forcé à s'endetter. Puis, il a utilisé cette dette pour la contrôler. Argent de protection, a dit Ree, parlant pour la première fois depuis que Fox avait commencé à raconter l'histoire. Loyer, avance, tout ça était un piège. Exactement, a hoché la tête Fox. Conrad ne voulait pas seulement de l'argent. Il voulait Jamie, son petit-fils, la seule lignée Pierce restante. Car les registres officiels disent que Tyler est mort dans un accident de voiture il y a 2 ans. Le corps a été brûlé au point d'être méconnaissable, et Conrad a clos l'affaire de manière suspecte et rapide. J'ai toujours soupçonné que c'était une histoire inventée pour enterrer les accusations criminelles croissantes de Tyler. Ree est resté assis en silence. Maintenant, tout avait un sens. Pourquoi Conrad avait été si furieux quand Ree s'était interposé? Pourquoi il n'avait pas cessé de se venger de Willa? Pourquoi il était prêt à tout brûler juste pour continuer à poursuivre la mère et le fils? Il ne s'était jamais agi d'argent. Il s'agissait de sang, de possession, de pouvoir. Tu es au milieu de quelque chose de gros, Ree, a dit Fox, sa voix grave. Conrad ne va pas laisser tomber. Il fera tout ce qu'il faut pour récupérer le garçon, même si cela signifie t'affronter. Ree n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé par la fenêtre le ciel de l'après-midi qui changeait de couleur. A pensé à Willa, à Jam, au dessin avec les ailes, à la question. Es-tu une mauvaise personne? Le garçon est le petit-fils de Conrad, a dit Fox, son ton plus doux maintenant. Comprends-tu ce que cela signifie? Légalement, Conrad pourrait se battre pour la garde. Tu n'as aucune base légale pour le garder. Je me fiche de la loi, a répondu Ree, sa voix froide. Tu t'opposes à Conrad pour un enfant qui n'est pas le tien, a demandé Fox, non pas pour juger, mais pour comprendre. Ree s'est retourné et l'a regardé. Ses yeux étaient toujours froids. Mais il y avait autre chose en eux maintenant. Une lumière que Fox n'avait jamais vue auparavant. Je m'oppose à Conrad parce que c'est la bonne chose à faire, a dit Ree, chaque mot lent et clair. Et je ne lui livrerai pas ce garçon. Jamais. Fox a regardé Ree pendant un long moment. Puis il a hoché la tête, un petit sourire passant brièvement sur ses lèvres. Très bien, a-t-il dit. Alors nous avons besoin d'un plan. Cette nuit-là, après le départ de Fox, Ree se tenait devant la porte de la chambre de James. Elle était entr'ouverte, une douce veilleuse jaune filtrée par l'interstice. Il a poussé la porte doucement et est entré. James dormait, le robot à côté de son oreiller. Le visage du garçon était paisible, ses lèvres esquissant le plus léger des sourires, comme s'il rêvait de quelque chose de bon. Ree est resté là à regarder l'enfant. Un enfant qui n'était pas le sien. Un enfant qui portait le sang de son ennemi, mais aussi un enfant qui lui avait dessiné des ailes et l'avait appelé un homme bon.
Je ne laisserai personne te toucher, a chuchoté Ree, sa voix si douce que seule l'obscurité l'a entendue. Je te le promets. 3 jours plus tard, Fox est revenu. Cette fois, il n'y avait pas de dossier, pas de rapport, seulement l'homme lui-même et une expression grave que Ree voyait rarement sur son visage. Ils se sont assis dans le bureau, la porte fermée. Willa était dans le salon, apprenant à James à écrire des lettres. De temps en temps, le rire du garçon flottait faiblement à travers le mur. Fox s'est assis en face de Ree, les deux mains posées sur le bureau, ses yeux vifs fixés sur l'homme qu'il avait élevé pendant 18 ans. Nous devons avoir une conversation sérieuse, a commencé Fox, sa voix basse et posée. À propos de ces deux-là, Ree a légèrement incliné la tête. Vas-y. Fox a pris une inspiration comme pour se préparer à ce qu'il allait dire. Tu devrais les livrer à Conrad. Les mots ont atterri comme une gifle. Ree est resté là, ses yeux se plissant légèrement, incertain d'avoir bien entendu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Livre-les à Conrad, a répété Fox, sa voix stable et sans la moindre hésitation. C'est la décision la plus intelligente en ce moment. Ree n'a pas répondu. Il a seulement regardé Fox, tandis que ses yeux s'assombrissaient lentement comme le ciel avant un orage. Fox a continué, son ton logique et froid, comme un homme décomposant les faits d'une affaire. Conrad a des motifs légaux pour demander la garde. Il a de l'argent, des avocats, des relations. Tu n'as aucune base pour garder ce garçon. Si tu t'obstines, tu entraînes tout ton empire dans une guerre qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être, a répété Ree, sa voix basse et dangereuse. C'est exact, a hoché la tête Fox. Tu risques tout pour une femme que tu viens de rencontrer et un enfant qui n'est pas le tien. Ce n'est pas comme ça qu'un patron devrait agir. C'est comme ça qu'un imbécile agit. Ree s'est levé et la chaise a raclé en arrière avec un son dur. Il a planté les deux mains sur le bureau et s'est penché vers Fox, ses yeux comme de la glace. Tu me dis de les abandonner? Je te dis de penser avec ta tête, pas avec ton cœur, a répondu Fox, totalement impassible face à la fureur qui montait dans les yeux de Reese. Tu laisses l'émotion te contrôler. C'est la chose la plus dangereuse pour un homme dans ta position. L'émotion? Reese a eu un rire bref, et il n'y avait aucune trace d'humour dedans. Tu appelles ça de l'émotion, de protéger un enfant? J'appelle ça de la stupidité, de te risquer pour des gens qui n'ont rien à voir avec toi. Fox s'est levé et a fait face à Ree de toute sa hauteur. Tu as construit cet empire en 18 ans. Es-tu vraiment prêt à tout jeter pour un garçon de 7 ans? Ree est resté silencieux, sa mâchoire crispée, ses mains serrées en poing. Pour la première fois depuis toutes ces années, il était en colère contre Fox, vraiment en colère. Tu as 1 minute pour sortir d'ici, a dit Ree, chaque mot forcé entre ses dents serrées, avant que j'oublie qui tu es. Fox n'a pas bougé. Il est resté là à regarder Ree et il n'y avait aucune trace de peur dans ses yeux. Et puis quelque chose s'est produit que personne n'aurait pu prévoir. Fox a souri. Pas un sourire moqueur, pas un sourire de défi, mais un sourire chaleureux, comme le sourire d'un père regardant son fils devenir enfin l'homme qu'il était censé être. Enfin, a-t-il dit, sa voix devenant complètement douce. Enfin, tu as trouvé quelque chose qui vaille la peine de se battre. Reese s'est figé. La colère en lui s'est éteinte d'un coup, remplacée par la confusion. De quoi parles-tu? Fox s'est rassis et a laissé échapper un souffle silencieux. Je suis avec toi depuis 18 ans, Ree. Depuis que tu étais un garçon de 15 ans dans cet orphelinat, furieux contre le monde entier. Je t'ai appris à survivre, à construire le pouvoir, à devenir un patron. Il a regardé Ree, son regard profond et stable. Mais il y a une chose que je n'ai jamais pu t'apprendre. Comment te soucier de quelqu'un d'autre que toi-même? Ree n'a rien dit. Il est juste resté là et a écouté. J'attends ce jour depuis très longtemps, a dit Fox. Le jour où tu serais prêt à te risquer pour quelqu'un d'autre. Le jour où tu choisirais ce qui est juste au lieu de ce qui est rentable. Le jour où tu deviendrais un être humain, pas seulement un patron. Il a souri, petit mais sincère. Et aujourd'hui, tu l'as fait. Ree a regardé Fox et a tout compris. C'était un test. Un test que le vieil homme avait préparé il y a longtemps, attendant exactement le bon moment. Tu me testais, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Oui, m'a hoché la tête Fox, et tu as réussi. Ree s'est assis, se sentant soudainement fatigué.
Mais c'était le genre de fatigue qui vient avec le soulagement, comme si un fardeau avait enfin été levé de ses épaules. Alors, as-tu un plan? A-t-il demandé. Ou es-tu seulement venu ici pour tester mon cœur? Fox a eu un rire silencieux. Penses-tu vraiment que je suis venu les mains vides? Il a sorti une clé USB de sa poche et l'a posée sur le bureau. Conrad n'est pas seulement un opérateur de casino, il est lié à d'autres opérations aussi. Bien pire, le genre qui intéresserait beaucoup le FBI. Ray a regardé la clé USB. Assez de preuves pour mettre Conrad en prison pour très longtemps, a répondu Fox. Si tu veux le faire tomber pour de bon, c'est le moyen. Pas avec des armes, avec la loi. Ray a pris la clé USB et a senti son poids dans la paume de sa main. Peut-être, mais assez puissante pour tout changer. Que voudra le FBI en retour? A-t-il demandé. La coopération, a répondu Fox. Tu fournir les preuves et ils s'occuperont de Conrad. En retour, tu devras peut-être admettre certaines choses, mais si la négociation est bien menée, tu n'auras pas à aller en prison. Ray a regardé Fox, puis la clé USB, puis il a pensé à Jamie, à Willa, à la promesse qu'il avait chuchotée dans l'obscurité la nuit précédente. Fais-le, a-t-il dit. Fox a hoché la tête et s'est levé. Je vais m'en occuper. Avant de partir, il s'est arrêté à la porte et s'est retourné pour regarder Reese une dernière fois. 18 ans, a-t-il dit. J'ai attendu 18 ans pour entendre ces mots. Puis il est sorti, laissant Reese seul avec la clé USB et une décision qui avait déjà été prise. Au fil des jours, Willa a commencé à changer. Pas de manière spectaculaire. Pas d'un coup. Seulement par de petits détails que seule une personne observatrice remarquerait. Elle ne se crispait plus chaque fois que Ray entrait dans une pièce. Elle ne sursautait plus au son de ses pas dans le couloir. Elle ne le regardait plus avec les yeux las de quelqu'un qui observe un ennemi potentiel. Ils ont commencé à parler davantage. Pas de longues conversations, juste quelques échanges pendant le dîner, quelques salutations silencieuses le matin, quelques remarques sur le temps ou sur le dernier dessin de Jamie. Mais pour Willa, qui s'était habituée au silence et à l'autoprotection, c'était déjà beaucoup. Une nuit, après que Jamie se soit endormi, Willa s'est assise sur le balcon. Elle regardait la ville, ses lumières scintillant comme des étoiles tombées sur la terre. Ray est sorti et s'est tenu à côté d'elle sans rien dire. Ils sont restés là en silence pendant un long moment. Puis Willa a parlé, sa voix légère comme le vent. « Je pensais que je ne m'en sortirais jamais », a-t-elle dit, les yeux toujours fixés au loin. Pas de lui, pas de cette vie, pas de l'ombre de la famille Pierce. Ray n'a pas demandé qui était lui. Il le savait déjà. Fox le lui avait dit. « Je me suis enfui quand James avait 2 ans », a poursuivi Willa, sa voix plus basse maintenant. « Je n'ai rien emporté avec moi, juste lui et les vêtements que je portais. Je pensais que si je courais assez loin, assez longtemps, il m'oublierait. » Elle a eu un léger rire, sans aucune joie. Je me trompais. Ray n'a rien dit. Il est juste resté là et a écouté. Parfois, le silence est ce dont les gens ont plus besoin que du réconfort. 5 ans, a dit Willa. 5 ans à fuir, à changer d'appartement, de job, de ville, à essayer de devenir invisible. Mais ils m'ont quand même trouvé. Elle s'est tournée pour regarder Ray pour la première fois cette nuit-là. Savez-vous ce que ça fait? D'être traqué et de ne jamais savoir quand ils vont apparaître. Reese l'a regardé. Ses yeux ont rencontré ses yeux bruns dans la pénombre. « Oui, » a-t-il répondu, sa voix basse, d'une manière différente. « Mais oui. » Willa n'a rien demandé de plus. Elle a compris que Ray avait son propre passé, des cicatrices dont il ne parlait pas, mais qu'il portait toujours avec lui chaque jour. Cette nuit-là, ils n'ont pas dit grand-chose de plus. Ils sont simplement restés là à regarder la ville, partageant le silence comme 2 étrangers qui devenaient lentement familiers l'un pour l'autre. Quelques nuits plus tard, Willa s'est réveillée à 2 heures du matin. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être un rêve, peut-être l'instinct d'une mère. Elle a regardé vers le lit de James et a vu qu'il était vide. Son cœur a raté un battement, mais elle a alors entendu le faible murmure de voix venant du salon. Pas la voix de Jamie, celle de Reese. Willa s'est levée et est sortie discrètement. Elle s'est arrêtée au coin du couloir et a regardé vers le salon, et ce qu'elle a vu l'a complètement immobilisée. James dormait sur le canapé. Il avait dû s'endormir là. Le robot gisait à côté de lui comme toujours. Et Ray se tenait là, légèrement penché, couvrant doucement le garçon d'une couverture. Ses mouvements étaient lents et prudents,
comme s'il avait peur de le réveiller. Il a remonté la couverture jusqu'aux épaules de James et passé une main légèrement dans ses cheveux, puis s'est redressé. Willa a fixé la scène, son cœur battant plus vite que d'habitude. C'était le chef de la mafia, le plus puissant de Los Angeles, l'homme que toute la ville craignait, et il bordait son fils comme un père. Reese s'est retourné et a vu Willa qui se tenait là. Ils se sont regardés en silence. Personne n'a parlé. Personne n'en avait besoin. Leurs regards se sont croisés. Et à ce moment-là, quelque chose a changé. Un mur invisible entre eux s'est effondré. Un fil invisible s'est tendu entre eux. Reese s'est approché de Willa et s'est arrêté à quelques pas. Il n'a pas expliqué. Il ne s'est pas défendu. Il est juste resté là et a attendu. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça », a chuchoté Willa. « Je sais », a dit Reese. « Alors pourquoi ?» Reese est resté silencieux une seconde. Puis il a répondu, sa voix si douce que Willa a dû écouter attentivement pour l'entendre. « Parce que je le voulais. » 4 mots, simples, mais ils portaient le poids d'un changement entier que ni l'un ni l'autre ne pouvaient nier. Willa a regardé Reese dans ses yeux gris qui n'étaient plus aussi froids que le premier jour de leur rencontre. Elle y a vu quelque chose, pas le calcul d'un patron, pas l'indifférence d'un étranger, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus honnête, de plus humain. « Merci », a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. « Pour tout. » C'était la première fois qu'elle s'adressait à lui avec une douceur dans la voix, utilisant un ton intime et personnel. Elle lui parlait non pas comme à un patron, non pas comme à Carrington, mais simplement comme à un homme. Un petit changement dans sa façon de parler, mais que tous deux ont profondément ressenti. Reese a hoché la tête et n'a rien dit de plus. Il s'est retourné et s'est dirigé vers sa chambre, mais avant de disparaître dans l'ombre, il s'est arrêté et a regardé Willa une dernière fois. « Dormez bien », a-t-il dit doucement. Puis il s'est éloigné, laissant Willa debout, son cœur battant toujours trop vite, et un petit sourire se formant lentement sur ses lèvres avant même qu'elle ne s'en rende compte. Une semaine plus tard, Jem a commencé dans une nouvelle école. Reese avait tout arrangé, de l'inscription aux uniformes et aux livres. Il avait également assigné un homme de confiance pour emmener et ramener le garçon de l'école chaque jour, quelqu'un qui travaillait pour lui depuis de nombreuses années et n'avait jamais commis une seule erreur. Au début, Willa était mal à l'aise. Elle n'était pas habituée à ce que son fils soit loin d'elle toute la journée. Mais quand elle a vu Jamie porter avec enthousiasme son nouveau cartable, lui racontant fièrement les nouveaux amis qu'il s'était faits, elle a commencé à se détendre. Peut-être que tout irait bien. Peut-être que la vie commençait enfin à tourner en leur faveur. Jusqu'à cet après-midi, Willa était dans la cuisine quand son téléphone a commencé à vibrer. Un numéro inconnu, elle a répondu. « Bonjour, j'appelle de l'école primaire de Westfield. » Une voix de femme s'est fait entendre. « Est-ce que je parle aux parents de James Reed? »« Oui, je suis la mère de James, » a répondu Willa, son cœur commençant déjà à s'emballer, bien qu'elle ne sache pas encore pourquoi. « Madame, nous voulions confirmer pourquoi James n'a pas assisté à son dernier cours aujourd'hui, » a poursuivi la voix de la femme. « Il a quitté l'école pendant la pause déjeuner et n'est pas revenu. Nous avons supposé que vous étiez venu le chercher plus tôt, donc nous n'avons pas appelé tout de suite. » Le monde de Willa s'est arrêté. « Quoi ?» a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. « Je n'ai pas récupéré James. Où est-ce le chauffeur? »« Nous n'avons vu personne venir le chercher, madame. Nous pensions... » Willa n'a pas entendu le reste. Elle avait déjà raccroché, sa main tremblante composant le numéro du chauffeur. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. Elle a rappelé. Toujours rien. La panique a commencé à monter dans sa poitrine. Willa a composé le numéro de Reese, ses doigts tremblant si fort qu'elle a dû essayer plusieurs fois avant de réussir. Reese a répondu après la 2e sonnerie. « Willa? »« J'aime, » a-t-elle dit, sa voix se brisant. Jem a disparu. L'école a appelé et a dit qu'il n'était pas dans son dernier cours. Le chauffeur ne répond pas. Je ne sais pas. Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas où il est. Le silence est tombé à l'autre bout de la ligne. Puis la voix de Reese est venue, courte et sèche. Je rentre à la maison maintenant. Reese était au milieu d'une réunion importante quand il a reçu cet appel. Il s'est levé et est sorti au milieu de tout, sans une seule explication aux personnes assises autour de la table.
Sur le chemin du retour, il a appelé Fox. Trouve le chauffeur de James tout de suite. Que s'est-il passé? A demandé Fox, sa voix devenant immédiatement sérieuse. Le garçon a disparu. Au moment où Ree a atteint l'appartement terrasse, Willa était assise sur le canapé, le visage blanc comme du papier, son téléphone serré dans sa main. Il n'avait même pas eu le temps de parler avant que son téléphone ne vibre à nouveau. Un message vocal, numéro inconnu. Willa a regardé l'écran, puis Ree. Sa main a tremblé alors qu'elle appuyait sur lecture. La voix de Conrad Pierce a rempli la pièce silencieuse. Willa, ça fait trop longtemps. Sa voix était lente et dégoulinait d'une satisfaction suffisante. Carrington pensait qu'il pouvait garder mon petit-fils. Il avait tort. Le garçon est avec son grand-père maintenant, là où il doit être. Willa a levé une main pour couvrir sa bouche et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. La voix de Conrad a continué. Tu veux le voir? Viens seul. Quai numéro 7, minuit. Si je vois ne serait-ce que l'ombre de Carrington ou de quelqu'un d'autre, tu ne reverras jamais ton fils. Le message s'est terminé. L'écran s'est éteint. Mais ce n'était pas fini. Un message photo est arrivé juste après. Willa l'a ouvert et son cœur a semblé se broyer dans sa poitrine. Jamie était assis sur une chaise en bois dans une pièce sombre. Ses bras étaient toujours enroulés autour du vieux robot. Son visage était calme, pas effrayé, pas en pleurs. Seulement ses grands yeux regardant droit dans la caméra, comme s'il envoyait un message à sa mère. Il allait encore bien. Il l'attendait. J'aime, a chuchoté Willa, ses doigts touchant l'écran comme si elle pouvait toucher son fils à travers lui. Mon bébé. Ses jambes ont fléchi sous elle. Elle a chancelé et a failli tomber. Reese s'est avancé et l'a rattrapée, la laissant s'appuyer contre lui. Je le ramènerai, a-t-il dit, sa voix basse et certaine. Je te le promets. Willa a levé la tête et a regardé dans les yeux de Reese. Ses yeux gris n'étaient plus froids maintenant. Ils n'étaient pas vides. Ils brûlaient de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en eux auparavant. De la détermination, une fureur contrôlée et une promesse qui n'avait pas besoin d'être prononcée à voix haute. Conrad veut que je vienne seul, a-t-elle dit, sa voix rauque. Si tu viens avec moi, tu n'iras nulle part, a coupé Ree, son ton n'admettant aucune discussion. C'est entre moi et Conrad. Je vais m'en occuper. Willa voulait protester, voulait dire que c'était son fils et qu'elle devait faire quelque chose. Mais quand elle a regardé dans les yeux de Reese, elle a su qu'il ne la laisserait jamais y aller seule. Et peut-être que pour la première fois de sa vie, elle faisait assez confiance à quelqu'un pour placer la chose la plus importante qu'elle avait entre ses mains. « Ramène-moi mon fils », a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais remplie de résolution. « S'il te plaît. » Ree a hoché la tête. Plus aucun mot n'était nécessaire. Willa a reculé et s'est tournée vers sa chambre. Elle avait besoin d'être seule, de réfléchir, de croire que tout irait bien d'une manière ou d'une autre. Mais quand la porte de la chambre s'est refermée derrière elle, Willa s'est effondrée, enfouissant son visage dans l'oreiller et a pleuré. Elle a pleuré de peur, elle a pleuré d'impuissance. Et elle a pleuré parce que pour la première fois, elle plaçait toute sa confiance en un homme qu'elle avait juré de ne jamais faire confiance. Cette nuit-là, Willa n'a pas dormi. Elle était allongée sur le lit, les yeux fixés au plafond, son esprit tourbillonnant de 1000 pensées. Ree était dans le bureau, parlant avec Fox d'un plan. Ils discutaient du FBI, des preuves, de la manière de faire tomber Conrad légalement. Mais tout cela prendrait du temps, et James était entre les mains de Conrad en ce moment même. Chaque seconde qui passait était une seconde de plus où son fils était loin d'elle. Willa a fermé les yeux, et le visage de Jamie a surgi dans son esprit. Ses grands yeux, ce sourire clair et innocent, cette petite voix appelant « maman ». Et la photo que Conrad avait envoyée. Jamie assis sur la chaise, tenant le robot, son visage calme, mais ses yeux attendant que sa mère vienne. Elle ne pouvait pas attendre, ne pouvait pas rester assise ici pendant que son fils était là-bas sans savoir ce qui pourrait lui arriver. Elle avait passé toute sa vie à fuir, avait passé toute sa vie à laisser les autres la protéger. Mais cette fois, c'était différent. C'était son enfant et elle ferait tout ce qu'il fallait pour le ramener. Willa s'est assise et s'est dirigée tranquillement vers la table. Elle a pris une feuille de papier et un stylo et a commencé à écrire. Son écriture tremblait, mais chaque mot était clair.
Ri, au moment où tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Ne sois pas en colère. Ne viens pas me chercher. C'est ma décision et je sais ce que je fais. Elle s'est arrêtée, a dégluti difficilement, puis a continué à écrire. Tu m'as montré ce que c'est que d'être protégé. Pour la première fois de ma vie, je sais ce que signifie avoir quelqu'un de mon côté. Je t'en suis reconnaissante. Plus reconnaissante que les mots ne peuvent le dire. Des larmes sont tombées sur le papier, brouillant quelques mots. Willa les a essuyés et a continué à écrire. Mais c'est mon fardeau. C'est mon combat. Je ne peux pas te laisser continuer à te risquer pour nous. Conrad me veut. Alors il m'aura. Mais je m'assurerai que Jamie soit en sécurité d'une manière ou d'une autre. Elle a de nouveau fait une pause, prenant une profonde inspiration. Ne nous cherche pas. Vis ta vie. Tu mérites d'être heureux. Elle a signé son nom, a plié la lettre, l'a placée sur l'oreiller où Ri la trouverait s'il entrait dans sa chambre. Puis elle s'est levée, a enfilé le seul manteau qu'elle avait et a quitté discrètement l'appartement terrasse. L'ascenseur l'a descendue au rez-de-chaussée. Elle est sortie dans la rue et a appelé un taxi. Quai numéro 7, a-t-elle dit au chauffeur. La ville, la nuit, défilait par la fenêtre. Les lumières clignotaient, les rues étaient presque vides. Willa était assise sur la banquette arrière, les mains serrées, le cœur battant la chamade. Elle ne savait pas qui l'attendait, ne savait pas ce que Conrad ferait. Mais elle savait une chose, elle ne laisserait pas son fils seul, quel qu'en soit le prix. Le taxi s'est arrêté au quai. Willa a payé, est sortie, et le vent marin l'a frappé d'un coup, transportant l'odeur de sel et d'huile de moteur. Les lumières des navires amarrés le long du port clignotaient faiblement dans le noir. Et là, debout au milieu de la cour ouverte, se trouvait Conrad Pierce. Il portait un lourd manteau, les mains dans les poches, un sourire triomphant sur les lèvres quand il a vu Willa s'approcher. « Tu es vraiment venu, a-t-il dit, sa voix épaisse de satisfaction suffisante. Je pensais que tu te cacherais derrière Carrington pour toujours. » Willa n'a pas répondu. Elle a seulement fixé Conrad, ses yeux balayant la zone à la recherche d'une seule chose. « Où est Jamie ?» a-t-elle demandé, sa voix essayant de rester stable. Conrad a fait un léger signe de tête. Un homme est sorti de l'ombre, une main agrippant une petite silhouette à côté de lui. James. Le garçon portait toujours son uniforme scolaire. Il tenait toujours le robot dans ses bras. Au moment où il a vu sa mère, ses yeux se sont illuminés. « Ma maman !» a crié Jem, sa petite voix claire fendant l'air froid du port. L'homme l'a lâché et Jem a couru vers elle, se jetant dans ses bras. Willa est tombée à genoux et a serré son fils aussi fort qu'elle le pouvait, son visage enfoui dans ses cheveux. Des larmes ont glissé sur ses joues, mais elle n'a pas laissé Jem les voir. « Maman est là, mon cœur », a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante, mais essayant de rester forte. « Je suis là, tout va bien. » James s'est accroché à elle et n'a rien dit. Il s'est seulement agrippé comme s'il avait peur que s'il lâchait, elle disparaîtrait. Conrad se tenait là, regardant la scène avec une indifférence totale. « Touchant », a-t-il dit, son ton dégoulinant de moquerie. « Maintenant, vous êtes tous les deux là, exactement comme je le voulais. » Willa s'est relevée, ses mains agrippant toujours fermement celles de James. Elle a regardé Conrad et il n'y avait plus de peur dans ses yeux, seulement une sorte d'acceptation froide. « Qu'est-ce que vous voulez ?» a-t-elle demandé. « Simple », a répondu Conrad, se tournant et marchant vers un bateau amarré à proximité. « Toi et le garçon, vous venez avec moi. On quitte cet endroit. On commence une nouvelle vie quelque part où Carrington ne nous trouvera jamais. » Il s'est retourné, ce sourire froid toujours sur ses lèvres. Monté sur le bateau. Willa a regardé le bateau, a regardé Conrad, puis a baissé les yeux sur James. Le garçon a levé le visage, ses grands yeux pleins de confiance en la regardant. « Maman, où allons-nous » a-t-il demandé. Willa s'est penchée et a lissé ses cheveux. « Je ne sais pas, mon cœur » a-t-elle dit honnêtement. « Mais maman restera toujours avec toi. » Elle s'est redressée, a pris la main de James et a suivi Conrad vers le bateau. Chaque pas semblait lourd comme de la pierre. Chaque pas était un adieu silencieux à Ri, à l'appartement terrasse, à la vie qu'elle venait à peine de croire possible. « Je suis désolé, mon cœur » a-t-elle chuchoté, sa voix assez basse pour que seul Jem l'entende. « Je suis désolé pour tout. » Jem a resserré sa main autour de la sienne. « Ce n'est pas grave, maman, a-t-il dit. Tant que je t'ai, ça va. » Ils sont montés sur le bateau. La porte s'est refermée derrière eux.
Le moteur a commencé à gronder et le bateau s'est préparé à quitter le quai, emportant la mère et le fils dans l'obscurité. Reese s'est réveillé à 5 heures du matin. Il n'avait pas beaucoup dormi. Il avait passé toute la nuit avec Fox à discuter du plan, de l'approche du FBI et de tout ce qui pourrait arriver. Au moment où il a finalement réussi à s'endormir, l'aube était presque arrivée. La première chose qu'il a faite en se réveillant a été d'aller vérifier la chambre de Willa. Il voulait lui dire que tout irait bien, qu'il avait un plan, que Jaime serait bientôt à la maison. Mais quand il a poussé la porte, la chambre était vide. Le lit avait été soigneusement fait. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un y ait dormi. Et sur l'oreiller reposait un morceau de papier soigneusement plié. Le cœur de Ree a commencé à battre plus vite alors qu'il s'avançait et le ramassait. Il l'a déplié et a lu chaque ligne de l'écriture tremblante. Ree, au moment où tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Chaque mot était comme un couteau lui tranchant la poitrine. Il a continué à lire, lisant sa gratitude, ses excuses, la décision qu'elle avait prise. Ne nous cherche pas, vis ta vie, tu mérites d'être heureux. Ree est resté là, la lettre à la main, les yeux fixés sur les mots, mais ne les voyant plus. Le monde entier autour de lui semblait se figer. Pas de son, pas de lumière, seulement un vide énorme avalant tout. Il les avait perdus. Willa était partie. Jaime était parti. Elle s'était livrée seule à Conrad pendant qu'il était dans la pièce voisine à discuter de plans. Pour la première fois depuis toutes ces années, Reese Carrington ne savait pas quoi faire. Il avait affronté des ennemis. Il avait traversé la vie et la mort. Il avait bâti un empire à partir de rien de ses propres mains. Mais debout dans cette chambre vide, tenant la lettre de la femme qui avait refusé son aide pour affronter le monstre elle-même, il se sentait plus impuissant qu'il ne l'avait jamais été. Sa main a tremblé. Pas beaucoup, juste un peu, mais assez pour qu'il réalise que quelque chose en lui avait changé. Quelque chose s'était brisé. Ou peut-être que quelque chose venait d'être réparé. Reese, la voix de Fox est venue de l'embrasure de la porte. Il se tenait là, un regard sur la lettre dans la main de Reese suffisant pour qu'il comprenne ce qui s'était passé. « Elle est partie », a dit Reese, sa voix basse et rauque. « Elle est allée au port seule. » Fox n'a rien dit. Il est juste resté là à attendre. « Trouve-les », a dit Reese, sa voix s'aiguisant soudainement. « Tout de suite. » Fox a sorti son téléphone et a composé un numéro. Quelques secondes plus tard, il a raccroché, le visage grave. « Quai numéro 7. Conrad a un bateau là-bas. Selon ma source, il se prépare à partir. » Reese s'est dirigé vers la porte, mais Fox s'est mis devant lui. « Attends, a-t-il dit. Tu ne peux pas foncer là-bas seul. Conrad a des hommes. Il est dangereux et lourdement gardé. Tu seras mort avant d'arriver sur ce bateau. »« Alors qu'est-ce que tu attends de moi ?» a demandé Reese, sa voix épaisse d'une fureur contenue. « Que je reste assis et que j'attende qu'il les emmène. »« Non, » a répondu Fox, calme mais ferme. « Je te dis de faire ce dont nous avons déjà discuté. Appelle le FBI. » Ree est resté silencieux. Il savait que Fox avait raison. La clé USB contenait des preuves des opérations criminelles de Conrad. Si le FBI intervenait, Conrad n'aurait plus nulle part où fuir. Mais cela signifiait aussi que Ree devrait témoigner. Il devrait avouer. Il devrait faire face aux conséquences de tout ce qu'il avait fait pendant toutes ces années. « Comprends-tu ce que cela signifie ?» a demandé Fox, sa voix plus douce maintenant. « Si tu appelles le FBI, tu devras tout leur dire sur Conrad, sur son opération et sur toi aussi. » Il a regardé Ree, son regard profond et stable. « Tu perdras tout, Ree. L'argent, le pouvoir, peut-être même ta liberté. Es-tu prête à payer ce prix? » Ree est resté là, la lettre toujours serrée dans sa main. Il a baissé les yeux sur les mots tremblants de Willa. A pensé à Jaime, le petit garçon qui lui avait dessiné des ailes et lui avait demandé s'il était un homme méchant. A pensé à ce que c'était que de s'asseoir à table avec eux. La première fois que quelqu'un l'avait attendu pour rentrer à la maison. Perdre tout. Il avait déjà tout perdu à l'instant où il avait lu cette lettre. « Appelle le FBI », a-t-il dit, sa voix sans hésitation. « Maintenant. Appelle-les maintenant. » Fox l'a regardé une seconde, puis a hoché la tête. Il n'a rien demandé de plus, n'a pas essayé de l'arrêter. Il a seulement sorti son téléphone et a commencé à composer. « Il leur faudra environ 20 minutes pour arriver au port », a-t-il dit après avoir terminé l'appel. « Qu'est-ce que tu vas faire en attendant? » Reese sortait déjà par la porte.
ses clés de voiture à la main. J'y vais en premier, a-t-il dit. Je garderai Conrad là-bas jusqu'à l'arrivée du FBI. Seul, a demandé Fox. Sans armes? Rhee s'est arrêté à la porte et s'est retourné pour le regarder. Je n'ai pas besoin d'armes, a-t-il dit. J'ai seulement besoin de les ramener à la maison. Puis il est parti sans se retourner. L'ascenseur l'a descendu au garage. Il est monté dans la voiture, l'a démarré et a jailli du bâtiment. Les rues de Los Angeles étaient presque vides au petit matin. Rhee a appuyé sur l'accélérateur et la voiture noire a traversé les carrefours, enfreignant toutes les lois de la circulation sur son passage. Il s'en fichait. Il n'y avait qu'une seule chose dans son esprit maintenant. Willa, Jaime et la promesse qu'il avait chuchotée dans l'obscurité. Je ne laisserai personne te toucher, je te le promets. Il allait tenir cette promesse, même si cela lui coûtait tout. Le quai numéro 7 était silencieux dans la brume matinale. Des conteneurs empilés les uns sur les autres formaient un labyrinthe d'acier. L'odeur de sel et d'huile de moteur flottait lourdement dans l'air. Et au bout du quai, le bateau de Conrad tournait déjà, se préparant à quitter le port. Rhee a arrêté sa voiture à une certaine distance et est sorti. Il n'a rien apporté avec lui. Pas d'armes, pas de couteau, pas de renfort. Seulement lui-même, seul, marchant droit vers le bateau. Les deux mains étaient levées, paumes ouvertes, montrant qu'il ne portait aucune arme. Les hommes de Conrad l'ont vu en premier. Ils ont adopté une posture hostile, leurs yeux rivés sur lui en criant des avertissements. Mais Rhee ne s'est pas arrêté. Il a continué à marcher, lent et régulier, comme s'il se promenait dans un parc au lieu d'entrer en territoire ennemi. Conrad est sorti de la cabine, ses yeux s'écarquillant en voyant qui arrivait. « Carrington !» a-t-il rugi, incapable de croire ce qu'il voyait. « Qu'est-ce que tu fiches ici? Seul, sans armes. » Il a éclaté de rire, le son résonnant sur le quai vide. « Tu es venu te mettre à genoux et supplier? » Rhee s'est arrêté à quelques pas de lui. Il a baissé les mains et s'est tenu droit, ses yeux fixés directement sur le visage de Conrad. « Je suis venu ramener ma famille à la maison, » a-t-il dit, chaque mot clair et certain. Conrad a cessé de rire, ses yeux se plissant comme pour essayer de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Ta famille ?» a-t-il craché par terre. « De quoi diable parles-tu? Willa et ce gamin ne sont pas ta famille. Ils m'appartiennent. » Juste à ce moment, un autre homme est sorti de derrière Conrad, grand, mince, les yeux froids et cruels. Rhee l'a reconnu immédiatement. Tyler Pierce, le fils de Conrad, l'homme qui avait autrefois blessé Willa, le père biologique de Jaime. L'accident de voiture avait été un chef-d'œuvre de tromperie. Conrad avait sacrifié un associé de bas niveau et payé le médecin légiste pour échanger les dossiers dentaires. Il n'avait pas seulement sauvé son fils de la prison. Il avait transformé Tyler en fantôme, une arme cachée dans l'ombre, attendant le moment parfait pour récupérer la lignée Pierce. Le garçon se tenait sur le pont, les bras enroulés autour du robot, son visage calme, mais ses yeux cherchant quelqu'un. Au moment où il a vu Rhee, tout son visage s'est illuminé. « Le garçon est de mon fils, » a dit Tyler, sa voix sèche et froide. « Mon sang, tu n'as pas ta place ici, Carrington. »« Ma place, » a répété Rhee, son ton totalement stable. « Tu parles de place après l'avoir abandonnée pendant 7 ans, après avoir si gravement blessé sa mère qu'elle a dû fuir. » Tyler a serré la mâchoire et s'est avancé vers Rhee, mais Conrad a levé une main et l'a arrêté. « Laisse-moi m'en occuper, » a-t-il dit à son fils, puis s'est retourné vers Rhee. « Pour qui diable te prends-tu, Carrington? Tu penses que tu peux venir ici seul, sans armes, et exiger ce qui m'appartient? » Il a eu un rire moqueur. « Tu as perdu la tête. »« Peut-être, » a répondu Rhee, ses yeux ne quittant jamais Conrad. « Mais je suis quand même venu, et je ne partirai pas sans eux. » Willa se tenait sur le pont, regardant Rhee, des larmes coulant sur son visage. Elle ne s'était jamais attendue à ce qu'il vienne, ne s'était jamais attendue à ce qu'il se risque ainsi, ne s'était jamais attendue à ce qu'il les appelle sa famille. « Oncle Rhee !» La voix de Jaime a retenti, claire et vive, coupant la tension dans l'air. Tout le monde s'est tourné pour regarder le garçon. Jaime se tenait là, serrant toujours le robot, ses yeux fixés directement sur Tyler. « Je veux rentrer à la maison avec Papa Rhee, » a-t-il dit, sa voix petite, mais chaque mot parfaitement clair. Tyler s'est raidi, la couleur a quitté son visage comme s'il avait été giflé. « Quoi ?» a-t-il crié.
Je suis ton père, je le suis. Tu n'es pas mon papa, a coupé James, sa voix calme d'une manière étonnante pour un enfant de 7 ans. Un papa, c'est quelqu'un qui fait que je n'ai pas peur. Toi, tu me fais seulement peur. Le silence est tombé sur le port. Personne n'a parlé, personne n'a bougé. Il n'y avait que le bruit de l'eau frappant doucement la coque et le vent soufflant à travers les conteneurs rouillés. Puis soudain, un autre son a déchiré le silence. Des hélicoptères, des sirènes, une voix tonnant à travers des haut-parleurs de toutes les directions. FBI, ici le FBI, ne bougez pas, levez les mains, vous êtes cernés. Des projecteurs ont inondé le port de lumière blanche. Des hélicoptères tournaient au-dessus. Des véhicules du FBI affluaient de tous côtés. Des agents en tenue tactique se sont précipités, sécurisant le périmètre et bloquant toutes les sorties du bateau. Conrad a regardé autour de lui, son visage devenant blanc. Il s'est tourné vers Ree et a tout compris. « Toi, a-t-il sifflé entre ses dents serrées, tu as appelé le FBI. »« Pas seulement l'appelé, a répondu Ree, ne quittant jamais Conrad des yeux. « Je leur ai donné tout ce dont ils avaient besoin pour t'envoyer en prison. Ton opération, les preuves, tout. » Conrad s'est jeté sur Ree, mais les agents du FBI ont été plus rapides. Ils l'ont maîtrisé en quelques secondes, menotté et forcé au sol. Tyler a essayé de courir, mais il a été arrêté presque immédiatement. Il s'est débattu et a crié des jurons, mais personne ne s'en souciait. Willa a descendu les escaliers en courant, tirant James avec elle. Elle s'est jetée vers Ree et a roulé ses bras autour de lui. James a couru après elle et s'est jeté contre eux deux, serrant toujours son robot. Ils sont restés là tous les trois, au milieu du chaos du port, s'agrippant les uns aux autres aussi fort qu'ils le pouvaient. Willa pleurait, ses larmes trempant l'épaule de Reese. James s'accrochait à eux deux, son visage enfoui dans leurs vêtements. Et Reese se tenait là, les bras autour d'eux, les yeux fermés. Pour la première fois de sa vie, il a compris ce que signifiait la famille. Pas par le sang, pas par les papiers, mais par le choix, par le sacrifice, par la volonté de tout abandonner pour les gens que l'on aime. « Merci, a chuchoté Willa, sa voix se brisant. « Merci d'être venu. » Ree n'a rien dit. Il les a seulement serrés plus fort, car aucun mot n'était suffisant pour ce qu'il ressentait. Pour la première fois, Ree Carrington, le chef de la mafia le plus puissant de Los Angeles, se sentait vraiment complet. Les suites de l'affaire du quai furent un tourbillon de batailles juridiques et de dépositions. Mais au milieu du chaos, Ree avait une priorité qui ne pouvait pas attendre. Ce matin-là, la salle d'audience n'était pas grande, mais pour Ree, c'était l'endroit le plus important du monde. Il n'y avait ni journaliste, ni caméra, seulement un juge, quelques employés du tribunal, et eux trois assis au premier rang. Willa portait une robe bleu pâle, et son visage semblait plus lumineux que jamais. James était assis entre les deux adultes, tenant toujours son nouveau robot, ses grands yeux ronds se déplaçant dans la salle d'audience avec curiosité. Ree portait un costume noir comme toujours, mais aujourd'hui, sa main tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'émotion. La juge a regardé les papiers, puis a levé son regard vers James. C'était une femme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et aux yeux doux. « James Reed, a-t-elle dit, peux-tu te lever pour moi? » James s'est levé, s'est avancé et s'est tenu le dos droit comme un petit soldat. Il n'avait pas peur. Il attendait ce jour depuis très longtemps. « Acceptes-tu que Ree Carrington devienne ton père légal? » a demandé la juge, sa voix bienveillante. James a tourné la tête pour regarder Ree. Puis il s'est retourné vers la juge, un large sourire se dessinant sur son visage. « Madame, il est mon papa depuis longtemps déjà, » a-t-il dit, sa jeune voix claire remplissant la salle d'audience. « Aujourd'hui, c'est juste la partie administrative, pour que les enfants de ma classe me croient. » La juge a souri doucement. Willa a levé une main pour couvrir sa bouche alors que des larmes commençaient à couler, et Ree, l'homme qui avait été un chef de la mafia, essayait de ravaler le nœud qui lui montait à la gorge. « Très bien, » a dit la juge. « Monsieur Carrington, veuillez signer ici. » Ree s'est levé et s'est approché de la table. Il a pris le stylo et a regardé le document. Son nom, le nom de Jaime et les mots « père légal ». Sa main a tremblé en signant, mais la signature est restée claire, forte, comme la promesse qu'il avait tenue depuis un an. Quand ils sont sortis du palais de justice, une pluie fine tombait. De fines gouttes descendaient comme une poussière d'argent, rafraîchissant l'air lourd de midi. Willa a ouvert un parapluie pour les couvrir tous les trois.
Mais James s'est soudainement arrêté et a levé les yeux vers Ree. Papa, a-t-il dit, sa voix petite mais pleine d'espoir. Tu peux me porter sur ton dos? Reese a baissé les yeux sur son fils. Son fils officiellement, légalement et surtout choisi de tout son cœur. Il n'a rien dit. Il s'est seulement agenouillé et a tourné le dos. Jem est monté, a enroulé ses deux bras autour du cou de son père et a laissé ses jambes se balancer légèrement. Allons-y, papa, a-t-il dit joyeusement. Ils ont marché tous les trois sous la pluie vers la voiture garée au bord de la route. Reese portait son fils. Willa marchait à leur côté, une main tenant celle de Reese. Ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit. Ils avaient seulement besoin de continuer à marcher ensemble. Les semaines qui ont suivi ont passé comme une tempête. Conrad, Pierce et Tyler ont été accusés d'une longue liste de crimes fédéraux. L'opération illégale qu'ils avaient menée pendant des années a été complètement démantelée. La presse a couvert l'affaire sans relâche. Leurs noms sont devenus des symboles de l'effondrement d'un empire criminel. Mais Ree n'a pas non plus échappé aux conséquences. Il avait tout dit au FBI. Il n'avait rien caché, n'avait pas offert d'excuses. Il avait seulement dit la vérité sur ce qu'il avait fait pendant 18 ans dans le monde de la pègre. Le procès a eu lieu un jour d'automne. Ree se tenait devant le juge en costume noir, le dos droit, les yeux fixés devant lui. 3 ans de prison fédérale et la saisie de la quasi-totalité de ses biens. Ree a écouté la sentence avec un regard calme et stable, puis a fait un seul signe de tête solennel. Il avait échangé un empire contre leur sécurité, et pour lui, c'était la meilleure affaire de sa vie. Avant que les Marshalls ne l'emmènent, on lui a accordé une dernière minute. Willa attendait dans le couloir, les yeux rouges, mais le menton haut. Ree lui a serré la main une dernière fois. « Attends-moi, Yishishi, a-t-il chuchoté. Willa n'a pas bronché. « Toujours, a-t-elle répondu. Ree s'est tourné vers James, s'agenouillant une dernière fois pour le regarder dans les yeux. « Sois courageux pour ta maman, d'accord? » Jem a hoché la tête, serrant fort son robot. « Je t'attendrai, Papa Ree. » Puis les Marshalls l'ont emmené. Ree n'a pas regardé en arrière. Mais pour la première fois, son cœur se sentait pur. Le poids de l'Empire avait disparu, remplacé par une promesse silencieuse qui vivait dans chaque lettre que Willa envoyait et chaque dessin que Jaime postait à sa cellule. Les saisons se sont transformées en années. L'acier froid de la prison a lentement dépouillé les derniers vestiges du chef de la mafia, ne laissant derrière lui qu'un homme qui aspirait à retrouver son foyer. 3 ans plus tard, les lourdes portes du pénitencier fédéral ont grincé et Ree Carrington est sorti sous la lumière aveuglante du soleil. Il portait une simple chemise et un jean, ses costumes autrefois chers n'étant plus qu'un fantôme d'une vie passée. Il a regardé vers le parking et s'est figé. Une femme se tenait là, plus belle qu'il ne s'en souvenait. Et à côté d'elle, un garçon qui avait grandi et s'était fortifié. Jem n'a pas hésité. Il a sprinté sur le bitume en criant « Papa !» à plein poumon. Alors que Ree prenait son fils dans ses bras et sentait la main de Willa se glisser dans la sienne, il a su que sa vraie vie commençait enfin. Il n'est pas retourné dans les ombres de son passé. Au lieu de cela, avec le peu qu'il avait économisé et la force que Willa lui donnait, ils ont construit quelque chose de nouveau. Quelques mois plus tard, cette nouvelle vie a pris la forme d'un petit restaurant dans la banlieue de Los Angeles. Pas un casino, pas une boîte de nuit, juste un restaurant familial chaleureux. Le genre d'endroit où les gens venaient pour de la bonne nourriture et un peu de paix. Willa travaillait comme gérante. Elle gérait tout si efficacement que Reese plaisantait souvent en disant qu'elle était la vraie propriétaire. Le soir, après la fermeture du restaurant, elle s'asseyait à la table à manger avec son ordinateur portable ouvert, étudiant de nouveau l'architecture grâce à des cours en ligne. Le rêve qu'elle portait à 19 ans était enfin quelque chose qu'elle pouvait poursuivre. Reese s'asseyait généralement à côté d'elle sans dire grand-chose, lisant un livre ou la regardant simplement étudier. De temps en temps, il lui préparait une tasse de café et la posait à côté d'elle sans qu'on le lui demande. De petits moments, des moments ordinaires. Mais pour eux deux, ils valèrent plus que tout ce que l'argent pouvait acheter. Jem allait à l'école du quartier. Il avait des amis, des professeurs qui se souciaient de lui et une vie normale comme n'importe quel autre enfant. Il adorait parler à ses amis de Papa Ree, se vantant du restaurant de son père et des dessins que papa avait encadrés et accrochés dans le salon. Fox a pris sa retraite, mais il venait encore souvent dîner. Il s'asseyait dans son coin habituel,
commandait son plat habituel et regardait Ree avec les yeux d'un père fier de son fils. 18 ans, a-t-il dit à Ree un soir. J'ai attendu 18 ans pour te voir trouver le bonheur, et maintenant, je l'ai enfin. Ree a seulement souri et n'a rien dit, car Fox avait raison. Il avait trouvé le bonheur, non pas au sommet du pouvoir, non pas dans des contrats à 1 million de dollars, mais ici, dans ce petit restaurant, à côté de la femme qui étudiait l'architecture et du petit garçon qui dessinait dans un coin de la pièce. Willa a souri et a passé une main dans les cheveux de son fils. Puis elle a regardé Ree, ses yeux pleins de choses qu'elle n'avait pas besoin de dire à voix haute. Cette nuit-là, après que James se soit endormi, Willa et Ree se sont assis sur le balcon de leur petite maison. Pas un appartement terrasse haut dans le ciel, pas de vue imprenable sur toute la ville, seulement un petit jardin, quelques maisons voisines et un ciel nocturne plein d'étoiles. Le regrettes-tu? A demandé doucement Willa. Tout ce que tu as perdu. Ree est resté silencieux une seconde. Il a pensé à l'appartement terrasse luxueux, à l'empire souterrain, au pouvoir et à l'argent, à toutes les choses qu'il avait abandonnées. Puis il a pensé à jamais dormant dans la pièce voisine, tenant le nouveau robot que Ree lui avait acheté. À Willa assise à côté de lui, son épaule touchant la sienne. Au rire dans le restaurant tous les jours, à ce que c'était que d'être attendu quand il rentrait à la maison. Le regretter, a-t-il répété, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Je regrette seulement de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Willa a ri doucement et a posé sa tête sur son épaule. Ils sont restés assis là en silence, regardant le ciel nocturne. Plus aucun mot n'était nécessaire, car parfois, le bonheur n'a pas besoin d'être dit. Il a seulement besoin d'être ressenti. Après le dîner, pendant que Willa faisait la vaisselle, Jamie a couru et s'est assis à côté de Ree. Le garçon a levé les yeux vers le visage de son père, ses grands yeux ronds se posant sur la cicatrice qui courait du coin de son œil jusqu'à sa joue. « Papa, a dit Jaime, depuis combien de temps as-tu cette cicatrice? » Ree a posé le journal et a regardé son fils. Il laisse rester silencieux une seconde, réfléchissant à la manière de répondre. « Depuis que je suis jeune, a-t-il dit finalement. À l'époque, je pensais qu'être fort signifiait se battre contre tout pour survivre. Cette cicatrice est ce qui reste de cette époque. » Il a fait une pause et a regardé dans les yeux de son fils. « Puis je t'ai rencontré et j'ai compris que la vraie force n'est pas de se battre contre tout. La vraie force, c'est d'oser aimer quelqu'un, d'oser ouvrir son cœur, d'oser accepter qu'on a besoin des autres. » J'aime à écouter sans dire un mot. Puis le garçon s'est levé et s'est approché un peu plus. Il a levé la main et a doucement touché la cicatrice sur le visage de Reese. Cette petite main, chaude et douce, a tracé la ligne rugueuse. Reese s'est complètement immobilisé. Personne n'avait jamais touché sa cicatrice comme ça auparavant. Personne ne l'avait jamais regardé sans malaise ou peur. « Je n'ai pas peur de ta cicatrice, papa, » a dit doucement Jaime, « parce qu'elle fait partie de toi, et tu es mon papa. » Des larmes ont coulé sur le visage de Reese avant qu'il ne puisse les arrêter. Il a pris son fils dans ses bras et l'a serré fort, enfouissant son visage dans les cheveux doux du garçon. « Je t'aime, a-t-il chuchoté, sa voix épaisse d'émotion. Plus que tu ne le sais. » J'aime l'a serré en retour et a tapoté le dos de son père comme les adultes réconfortent les enfants. « Je t'aime aussi, a dit le garçon, tellement, tellement fort. » Willa se tenait dans l'embrasure de la cuisine, regardant la scène avec des larmes coulant sur son visage. Mais elle n'est pas intervenue. Elle ne voulait pas briser le moment. Elle est juste restée là, témoin des deux hommes les plus importants pour elle se retrouvant complètement. Cette nuit-là, après que James se soit endormi, Ree se tenait à la porte de la chambre de son fils, regardant le garçon dormir paisiblement dans son lit, le nouveau robot à côté de son oreiller. Et il a pensé à tout ce qui s'était passé. À cette nuit dans le parking où il avait tiré un étrange petit garçon, loin d'une voiture qui arrivait. Au regard intrépide dans les yeux de cet enfant, à la femme qui avait refusé son aide, au voyage du chef de la mafia au père. Les gens disent que les chefs de la mafia n'ont pas de cœur. Peut-être qu'ils ont raison. Pendant tant d'années, j'ai vécu sans vraiment rien ressentir. Je n'aimais pas, je ne détestais pas, je n'étais pas heureux, je n'étais pas triste. Il n'y avait que le vide et le pouvoir froid. Mais cette nuit-là,
Quand mon fils a touché la cicatrice sur mon visage et a dit qu'elle faisait partie de moi, j'ai enfin compris quelque chose. Mon cœur n'avait pas disparu. Il avait seulement attendu les bonnes personnes à qui se donner. Et maintenant, je les ai trouvées. Une famille ordinaire dans une maison ordinaire, un soir ordinaire. Mais pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire du monde. Notre histoire se termine ici. Chers amis, merci d'être restés avec nous jusqu'à ce moment. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, appuyez sur j'aime pour soutenir notre chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec les personnes qui aiment les histoires profondément émouvantes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez pas nos meilleures histoires chaque jour. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous avez pensé de cette histoire. Y a-t-il un moment qui vous a mis les larmes aux yeux? Quel personnage vous a le plus marqué? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire et nous chérissons chaque sentiment que vous partagez du fond du cœur. Enfin, nous souhaitons à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix pour chaque jour à venir. Merci d'avoir été là avec nous. Au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.